Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ensemble sur BFM TV jusqu'à 18h. Bonjour Fanny. Bonjour Wilfried, bonjour à tous. Voici les grands titres de l'actualité de ce samedi. C'est un nouveau samedi de manifestation pour les antipasses. 200 rassemblements sont prévus partout en France. Paris, Toulon, Marseille ou Lyon, mais également dans de petites communes. Combien seront-ils? C'est l'une des questions. Depuis le début de l'été, la mobilisation ne faiblit pas. Nos reporters sur le terrain à Paris et Marseille. Des manifestations avec quel slogan, quel message? Que souhaitent-ils également ces personnes mobilisées dans les 200 cortèges de cet après-midi en France? Quels sont leurs profils? Nos invités en plateau sont là pour décrypter ces nouveaux rassemblements avec en toile de fond cette rentrée sociale qui se prépare. C'est aussi un peu la prochaine élection présidentielle. École fermée, retour de confinement et de l'attestation de déplacement face à la flambée de l'épidémie de Covid. La Polynésie française a décidé d'un nouveau tour de vis à partir de lundi et pour une durée de 2 semaines. Et puis c'est la fin des vacances pour une grande partie des Français, ce qui veut dire embouteillage sur les grands axes routiers, notamment dans le secteur de Lyon, d'Orange et de Montélimar. Déjà 836 km de bouchons cet après-midi. Nous appellerons Nargis Hadji dans un instant, qui est prise dans les bouchons aux côtés des Français. Ce sera en Rhône-Alpes. C'est donc un nouveau samedi de mobilisation qui débute avec de nombreux rassemblements dans toute la France, à Paris bien sûr, dans les grandes villes également et dans les plus petites communes aussi. Oui, rassemblements et mobilisation pour dire non notamment au pass sanitaire ou pour s'opposer également à la vaccination. Jusqu'à présent, ces manifestations vont rassembler en moyenne entre 170 et 220 000 personnes par week-end. Oui, on va prendre par exemple la température dans l'un de ces cortèges. Nous sommes à Paris où il y a 4 rassemblements aujourd'hui. Nous sommes avec notre reporter BFM TV dans un cortège qui s'est constitué à l'appel d'un ancien gilet jaune. Le cortège s'est déjà élancé. Oui, le cortège s'est élancé il y a maintenant 1 heure de la place Fontenoy. On vient de passer le quartier de Montparnasse. Il faut dire que c'est calme, c'est non violent. Il n'y a pas eu d'incident à dénombrer. Ce qui n'est en revanche pas très calme, ce sont ces tambours, ces sifflets, ces chants, ces slogans, beaucoup à destination du président Emmanuel Macron. Macron démission, Macron ton passe. On n'en veut pas. Et puis un mot qui revient énormément, c'est ce mot de liberté, puisque ce cortège-là a vraiment des accents libertaires, un peu au-delà du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, puisqu'on voit flotter un drapeau LGBT, un drapeau de la Palestine, un drapeau de la Corse. Mais il faut dire qu'ici, pour l'instant, il n'y a pas d'incident à dénombrer. Le rythme est soutenu. On marche énormément. Vous l'avez dit, c'est l'un des cortèges qui sera le plus long puisqu'il va aller jusqu'à Bercy. Un dispositif policier très conséquent aussi, puisqu'on attendait un petit peu plus de mobilisation cet après-midi, en tout cas dans ce cortège à Paris. Merci beaucoup. On va vous retrouver dans un instant dans ce cortège, évidemment, à Paris, pour suivre son évolution, voir un peu qui sont ces manifestants aujourd'hui. Et puis nous suivrons la situation un peu partout en France. En plateau avec nous pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Jadzad. Bonjour, essayiste et auteur de Retrouver la République aux éditions Cherche Midi. Également avec nous Stéphane Siro, spécialiste des mouvements sociaux, et Sylvain Boulouk, historien et spécialiste du syndicalisme. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous cet après-midi sur BFM TV. On a souvent dit qu'il s'agissait de profils assez hétéroclites, comme on a vu ces dernières semaines manifester dans ces diverses villes, dans ces nombreux mouvements, avec des Français différents, des jeunes, des moins jeunes, venus de tous horizons. On en sait plus sur ces parcours, ces profils de manifestants? On commence à en savoir un petit peu plus. Il y a bien sûr les études qui sont faites par les renseignements territoriaux, alors qui, on va dire grosso modo, distinguaient, je dirais, quatre grands ensembles, c'est-à-dire un premier ensemble, celui des opposants de toutes sortes à Emmanuel Macron, ce qui pouvait aller, on va dire pour faire simple, de la gauche jusqu'à la droite nationaliste ou l'extrême droite, en passant par un certain nombre de gilets jaunes. Un autre ensemble qui était celui, alors lui très minoritaire, des anti-vax, c'est-à-dire ceux qui sont les militants contre la vaccination, que je distinguerais des hésitants. Il y a un troisième ensemble qui était celui dont on parle beaucoup aussi, des familles, des primo-manifestants, qui sont assez nombreux également. Et puis un quatrième ensemble aussi qui est celui des professions
professions soumises à l'obligation vaccinale. Je pense aux professions certains représentants des professions hospitalières, des pompiers par exemple, qu'on retrouvait dans un certain nombre de cortèges. Et puis il y a d'autres études qui sont un peu plus fines et qui sont intéressantes, qui sont faites ces derniers temps. Je l'ai cité tout à l'heure, à savoir une étude sur les manifestants de la région perpignanaise, région dont on sait qu'elle n'est pas hostile au Rassemblement national, et qui montrait, par rapport à certaines idées reçues, que le public se sentant en proximité avec l'extrême droite n'était pas surreprésenté, loin s'en faut, mais qu'en revanche, il y avait un certain nombre de traits communs. Alors des doutes sur la vaccination, et même parfois, bien sûr, allant jusqu'au refus affirmé. Et d'autres éléments très intéressants, sociologiquement parlant. Le panel étudié comprenait beaucoup de personnes d'un niveau de diplôme assez élevé. Également, beaucoup de personnes qui, malgré ce niveau de diplôme assez élevé, avaient manifestement des difficultés à s'insérer pleinement dans le système social, dans le système professionnel. Donc qui se vivaient, je dirais, d'une certaine manière, un peu en marge de la Startup Nation soutenue par Emmanuel Macron, et qui, très largement supérieurement à la moyenne, s'abstenaient aux élections politiques, et qui donc sont, au fond, dans une situation de vaste désaffiliation par rapport à tout ce qui peut représenter l'incarnation de la parole publique, l'incarnation des institutions, que ce soit les politiques auxquels ils n'accordent plus beaucoup, si ce n'est plus du tout, de légitimité, mais que ce soit aussi la parole médicale, ou que ce soit par ailleurs le relais de tout ça, c'est-à-dire, au fond, la parole médiatique. Sylvain Boulouc, ce sont des Français qui ont l'habitude de manifester? Ça dépend des manifestants. Désolé pour la réponse, mais vous avez plusieurs types de manifestants. Il y a des vieux manifestants militants, quelle que soit leur appartenance partisane, qui sont présents. Après, vous avez effectivement un certain nombre de personnes, alors soit qui sont joints à des cortèges manifestants depuis le mouvement des Gilets jaunes, c'est une partie non négligeable des gens qui manifestent, soit un peu comme ce que vient d'évoquer Stéphane Siro, comme à Perpignan, où vous avez des gens qui ont commencé à manifester soit à la faveur des Gilets jaunes, soit d'autres mouvements de société. Et puis, il y a un troisième élément qui sont ces, entre guillemets, primo-manifestants. Alors maintenant, ils sont plus primo, puisqu'ils en sont au moins à leur 6e manifestation, donc ils sont plus exactement primo, mais enfin, c'est plus leur première manifestation, même si c'est encore dans leur première manifestation. Avec effectivement des gens qui sont plutôt hostiles, non pas au pass, enfin ils sont hostiles au pass de fait, mais plutôt hostiles au vaccin. Et là on retrouve une sociologie un peu particulière, enfin c'est une sociologie et surtout une appartenance religieuse un peu particulière, parce qu'on constate que plus vous avez un niveau de pratique religieuse élevé dans un certain nombre de cas, plus vous avez une hostilité à la vaccination sur le thème ce n'est pas la médecine qui va changer les choses, mais c'est, entre guillemets, je mets des guillemets, le châtiment suprême ou supérieur qui serait à l'origine des maladies ou pas des maladies. En étant très schématique, bien évidemment, sur ce point-là. Mais il y a une part très importante des manifestants où on sent, enfin, où ils expliquent un attachement à la religion. Et là, on retrouve aussi d'autres types de manifestants qu'on avait pu voir, notamment lors de la manif pour tous, ou plus marginalement, même si ça existe dans 2 des cortèges, des gens qui participaient à ce qu'on appelle la mouvance conspirationniste et qu'on avait pu voir pour un certain nombre d'entre eux à une autre manifestation qui était Jour de colère en 2014 contre François Hollande. On va reprendre dans un instant la direction de ce cortège parisien, l'un des 4 que l'on suit. Jadzad, tout d'abord, vous êtes d'accord sur ces différentes catégorisations de manifestants aujourd'hui? En tout cas, on voit que la constante, c'est qu'ils sont assez déterminés. Ça se poursuit pendant tout cet été, ces manifestations samedi après samedi. Est-ce qu'on peut penser que certains sont si déterminés qu'ils sont peut-être jusqu'au-boutistes? Écoutez, jusqu'au-boutiste, j'en sais rien, mais ce qui est certain, vous le rappeliez, c'est que ça fait 6 semaines maintenant qu'il y a un mouvement qui se poursuit en plein été, donc c'est assez inédit. Je crois que la dernière fois, c'était dans les années 50. Exactement, qui ne faiblit pas, même si le week-end dernier, il y avait eu un léger repli. Sur la sociologie, c'est important de dire en effet que la sociologie des premières semaines n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, même s'il y a toujours un peu les mêmes catégories, un peu de gilets jaunes, des militants politiques, notamment venus de l'extrême droite. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce qui était dit à l'instant par Sylvain Boulouc, c'est en effet la présence de familles avec des enfants, parce que parfois il y a des convictions religieuses derrière sur la question de la vaccination, et particulièrement ce qui peut être l'objet
d'une augmentation de ces manifestants dans les prochaines heures et ou les prochaines semaines. C'est la question du protocole sanitaire qui a été annoncé à l'école par Jean-Michel Blanquer au collège et au lycée, où il a annoncé que dans les cas où il y aurait des Covid, eh bien, ce seraient les élèves non vaccinés qui seraient remis en travail à distance. Devrait être affiné, reprécisé ces prochains jours. Voilà, tout à fait. Et puis la question qui n'est pas encore tranchée, mais de la vaccination des moins de 12 ans, qui, elle, peut susciter une mobilisation de certaines parties de la population française. Mais donc, ce qu'il faut dire à cette heure-ci, on verra les chiffres ce soir, c'est que l'enjeu politique est très clair, c'est ne pas minimiser parce que ça fait 6 semaines et qu'il y a des Français qui doutent légitimement, il faut être capable de les entendre, ne pas non plus extrapoler parce qu'il y a en balance de tout cela les chiffres de la vaccination qui se poursuivent. Je crois 70% des Français qui ont reçu au moins une dose. C'est important, il faut le dire, et donc c'est un objet politique de première attention. Pourquoi ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est une rentrée certes sociale un peu classique, mais c'est aussi une rentrée d'année électorale avec des élections présidentielles et législatives. Donc si ce sujet dure dans le temps et dépasse le simple critère sanitaire, eh bien ça pourrait devenir un sujet politique au sens partisan du terme. On va en parler dans un instant. On va tout de suite reprendre justement la direction de ce cortège parisien qui est donc à l'initiative d'un gilet jaune. Et on retrouve notre reporter sur place. On le voit avec ce rassemblement qui pose cette question. Est-ce qu'il pourrait devenir un marqueur pour la suite d'autres rassemblements et pourquoi pas une remobilisation des gilets jaunes ? Ici, en tout cas, la mobilisation n'est pas à la hauteur vraiment de ce qui était attendu. Forcément, comme vous le disiez à l'instant en plateau, la sociologie est peut-être différente. Peut-être que d'autres personnes pourront être recrutées avec ce genre de rassemblement. Mais en termes de masse, on n'est pas dans les niveaux attendus. Évidemment, les préoccupations sont diverses et variées. Les slogans sont tous à destination du président Emmanuel Macron. On refuse ce pass sanitaire. Peut-être que sur les pancartes, la nuance est peut-être plus importante. On parle justement de la vaccination des enfants. Ou alors, on apporte aussi également son soutien au professeur Didier Raoult. Alors justement, Sylvain Boulouc, on l'évoque à l'instant, cette remobilisation possible des Gilets jaunes à la rentrée, vous y croyez avec une rentrée sociale sous tension ? Alors, on n'est pas du tout pour l'instant dans une manifestation de type social, de revendication sociale, même comme ça avait pu être le cas au moment des Gilets jaunes. Là, on est sur un problème de société une crise sanitaire qui amène des questionnements plus d'ordre philosophique. Donc, le soubassement de ces manifestations sont des questions philosophico-politiques. Sont pas entre guillemets la lutte pour le beefsteak, si vous préférez. C'est vraiment une autre façon de contester. C'est une autre façon de contester le pouvoir ou d'affirmer une identité politique, quelle que soit l'identité politique. Après, est-ce qu'il peut y avoir une fusion entre ces mouvements-là et des mouvements de type sociaux plus traditionnels ? C'est possible, mais c'est pas du tout certain. Une agglomération en quelque sorte de ces différents mouvements, de ces mobilisations. C'est pas du tout certain parce que quand on prend les discours officiels des grandes confédérations syndicales, il y a des questionnements autour du pass sanitaire par rapport aux droits des salariés, mais il n'y a pas du tout de remise en cause de la vaccination ou de ce genre de choses. Donc vous n'êtes pas du tout dans la même logique de contestation. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des fronts désunis comme aujourd'hui. Vous avez quatre manifestations distinctes, c'est pas pour rien. Et comme aujourd'hui, vous pouvez avoir des mouvements à la fois sociétaux d'un côté et sociaux de l'autre qui peuvent éclore pendant l'automne 2021. Stéphane Siro, au chapitre des revendications, Jad Zahab l'évoquait tout à l'heure, il y a peut-être aussi cette question des enfants qui entre en ligne de compte ces derniers samedis notamment, puisqu'on approche de la rentrée scolaire, avec ce protocole sanitaire dont on attend encore un peu les détails, et notamment cette question des élèves vaccinés ou pas vaccinés, ou des cas contacts non vaccinés qui devraient sortir de classe s'ils sont concernés. Ça, c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui dans ces Oui, alors je pense que ça fait partie des inquiétudes et je pense d'ailleurs que parmi les manifestants de ces dernières semaines, on en a certainement un certain nombre, puisqu'on parlait des familles, qui sont descendues dans la rue précisément par difficulté à accepter ou par refus de constater cette injonction vaccinale, au fond, qui a été faite déjà aux 12-18 ans, en raison même de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la possibilité, en effet, de se retrouver évincé des classes au moment de la rentrée scolaire. C'est la raison pour laquelle aussi, j'imagine assez mal le gouvernement imposer une sorte de chercher à imposer une vaccination des moins de 12 ans,
compte tenu de la sensibilité déjà de celle des plus de 12 ans, ça serait rajouter de l'huile sur le feu. En revanche, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, mais pour faire la jonction avec la question de tout à l'heure sur la rentrée sociale, même si d'ailleurs ça fait belle lurette qu'il n'y a plus vraiment de rentrée sociale. En revanche, ce qui serait intéressant d'observer, c'est que va-t-il se passer à partir du moment où, peut-être, dans un certain nombre d'administrations, d'entreprises, sera appliquée la mesure annoncée, c'est-à-dire celle de la possible suspension du contrat de travail. Est-ce que ça va donner lieu à des conflits sociaux ? Est-ce que ça va démultiplier, du coup, les mobilisations locales qui pourraient, en effet, s'agglomérer à celles qu'on peut constater aujourd'hui au travers des manifestations ? Donc, est-ce que les manifestations que l'on voit et qui, quoi qu'il arrive, paraissent quand même bien ancrées dans le terrain social, est-ce qu'elles vont trouver une forme de prolongement ou de dynamique supplémentaire avec les conséquences de l'application de ces mesures concernant le droit du travail, que contestent en effet les organisations syndicales qui elles-mêmes, certes, appellent à la vaccination, mais il y a quand même des débats internes sur le fait de savoir, notamment à la CGT, s'il faut aller dans ces manifestations, s'il faut, en quelque sorte, aller grossir les rangs de la contestation pour, je dirais plus largement, s'en prendre à la politique menée et jugée antisociale et inégalitaire d'Emmanuel Macron. Donc tout ça, ça fait toute une série de variables dont évidemment pour le moment on n'a pas encore les réponses. Alors on l'a vu, il y a 4 rassemblements en ce moment à Paris. Nous étions tout à l'heure au cœur de l'un d'entre eux. Nous allons voir ce qui se passe concrètement à Marseille, direction le Vieux-Port avec notre reporter qui se trouve dans le cortège. Est-ce que les Marseillais sont mobilisés cet après-midi ? Oui, alors c'était une poignée de manifestants il y a quelques minutes et ça grossit d'un coup. Plus de 1000-1500 manifestants actuellement, mais assez loin de la mobilisation de la semaine dernière. Les gens rassemblés sur le Vieux-Port, dans le calme, viennent à l'instant de débuter le cortège sur la Canebière. Ils scandent un même slogan, Macron démission. Dans la foule, des citoyens ordinaires, non violents, des curieux qui s'arrêtent, quelques familles ou encore des gilets jaunes. Et autour de moi, bien sûr, les pancartes qui se dressent, je peux lire non au pass sanitaire avec les 2 S de pass, symbolisant ceux des SS, avec également une représentation imagée de la rappeuse marseillaise Kenya Arcana qui déchire le QR code. Je peux lire aussi sur d'autres pancartes, merci professeur Raoult, liberté en majuscule, ou encore mensonge, trahison, le peuple ouvre les yeux. Je vois aussi une banderole qui interpelle Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Benoît Payan, le maire de Marseille, où il est écrit « Marseille, abrogation des lois liberticides, pas touche au droit de grève ». Un message adressé aussi à Olivier Véran, où je cite, il est décrit comme un escroc dans l'âme. Certains portent des t-shirts anti-vaccins. À noter qu'aucun dispositif de force de l'ordre n'est pour le moment déployé pour encadrer la manifestation. Merci beaucoup pour ces précisions. Jad Zahab, sur on voit cette manifestation marseillaise. Là, on a un peu du mal à comprendre finalement qui est rassemblé sur ce vieux port. On a entendu des revendications très diverses, parfois même un peu énigmatiques. Et puis aussi quelques dérapages, on pourrait dire, dans les pancartes, dans les slogans qui sont scandés là-bas. Oui, tout à fait. Alors, sur les dérapages, c'était rappelé à l'instant le pass avec les 2 S de nazi. On voyait sur les images de Paris tout à l'heure Macronescu en référence à Ceausescu. On voyait la croix de Lorraine en référence à ce que certains dans ces manifestations se vivent comme des résistants et donc qui finalement font du relativisme en mettant sur le même plan la lutte contre le pass sanitaire qui est tout à fait digne et la question de l'occupation. Il y a une forme d'indécence et d'indignité parce qu'à mon avis il y a une perte de repères. C'est-à-dire qu'on a le droit de contester, on a le droit d'être en désaccord, on a le droit de manifester parce que nous sommes dans une démocratie. Par contre, il faudrait qu'on arrive quand même à exprimer cela dans un cadre qui reste celui du respect des valeurs. Mais sur la question des personnes qui sont présentes, vous le disiez, on voit apparaître en fait ce que moi j'appelle la trame de fond qui n'a jamais cessé de perdurer dans la société, voire même de prendre de l'ampleur, que j'appelle crise des consentements. C'est qu'il y a à la fois la contestation de la parole politique, le fait qu'on n'a plus confiance dans nos dirigeants, le fait qu'on ne croit plus les dirigeants politiques, le fait aussi qu'on dénonce une forme de non-représentativité de notre démocratie, le fait qu'on mette en lumière aussi une fracture ville-campagne. Donc tout ça, c'est des facteurs politiques qui ne sont pas purement sanitaires, mais qui peuvent conduire à ce que ce mouvement perdure. Et pour terminer en quelques secondes... avec le risque qu'on n'y comprenne plus rien, qu'on soit noyé dans la masse de ces c'est en fait des revendications
qui sont aussi diverses que variées. Et Sylvain Boulouk le disait à l'instant, on n'est pas dans une manifestation traditionnelle parce qu'il n'y a pas de demande, si ce n'est la fin du pass sanitaire. Il n'y a pas de revendication propre. Mais l'un des éléments qui pourrait peut-être redonner corps à ces manifestations-là avec la rentrée, c'est que le gouvernement a reporté la réforme de l'assurance chômage qui devrait rentrer en vigueur début octobre. On nous a parlé aussi à un moment de la réinvention de la réforme des retraites. Alors, on verra ce que le gouvernement annonce dans les prochaines semaines, mais ces deux éléments-là pourraient être de nature à relancer un mouvement. Alors, on n'en est pas du tout là et les chiffres montrent que c'est un mouvement très circonscrit, mais voilà, à l'heure actuelle, je pense que c'est la raison pour laquelle ce mouvement est très observé des politiques, gouvernement comme opposition. Et notre reporter le rappelait tout à l'heure sur le Vieux-Port, parmi les slogans, pas touche au droit de grève. Ça n'a strictement rien à voir, là. Ça, c'est une espèce de convergence, effectivement, mais c'est en rapport avec... alors, c'est dans les personnes qui sont plutôt hostiles au pass sanitaire, pas forcément au vaccin, parce que vous pouvez être hostile au pass sanitaire tout en étant vacciné. Et là, ça fait partie des revendications que Stéphane Siro évoquait il y a quelques minutes, à savoir que toute une partie du mouvement syndical est inquiet sur ce qui peut se passer sur le droit du travail et sur le droit des salariés quand les mesures vont réellement rentrer en vigueur, à savoir que vous allez être suspendu de votre travail parce que vous n'êtes pas vacciné ou parce que vous ne pouvez pas présenter un pass. Et là, et il y a la deuxième chose qui est la question qui est corrélée au droit de grève, puisqu'il y a une remise en cause à travers ce pass du droit des salariés. Donc il y a vraiment là, mais pour le coup, c'est une pancarte, hein, c'est un peu comme ce qu'on peut voir à propos des pancartes au relent historique douteux, à savoir qu'il faut faire attention à ne pas généraliser une manifestation sur une pancarte. Il y a bien évidemment des gens qui relativisent l'histoire dans les manifestants, il y en a même qui nient l'histoire dans ces manifestants, mais ça ne veut pas dire que tous les manifestants relativisent l'histoire et que tous les manifestants sont antisémites, soit négationnistes, enfin vous choisissez. Il y en a quelques-uns. Après, ce que ça pourrait poser comme problème, c'est le silence que les autres manifestants observent vis-à-vis de ce genre de pancartes en pouvant demander de retirer ces pancartes. Et cette question, après, interpelle cette question de la surutilisation de l'histoire. Ça interpelle à la fois l'enseignement dans la société française, le fait qu'on n'ait pas de repères, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on monte tout de suite dans la gradation ultime, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres points de comparaison que Hitler ou Staline. Ce qui est quand même, ou Ceausescu si vous voulez, ce qui est quand même une limite, alors qu'il y a peut-être d'autres éléments à faire valoir avant d'arriver à ce point de comparaison ultime. Un mot sur les slogans qu'on a entendus dans les rues de Marseille ? Oui, alors je converge avec ce que disait Sylvain Boulouk à l'instant, sur le fait qu'évidemment il faut éviter les généralisations hâtives. Par rapport à la pancarte sur le droit de grève, ça fait quand même référence à quelque chose de très précis, qui est une interview donnée par Olivier Véran il y a quelques temps, peut-être une quinzaine de jours, je crois, dans le journal du dimanche, dans laquelle justement il évoquait le fait que pour lui, les menaces de grève en cas d'application des mesures concernant la suspension du contrat de travail étaient en quelque sorte un abus de ce droit de grève et qu'il faudrait peut-être réfléchir à la question. Donc ça fait référence très précisément à cette déclaration. Voilà. Après, bien sûr, sur les autres pancartes, les autres slogans, Ceausescu, etc. Alors bien évidemment, on est dans l'excès, mais j'allais dire que l'excès, c'est aussi une caractéristique des mouvements sociaux. On cherche à se faire comprendre et à se faire comprendre parfois par des formes d'excès qui peuvent sortir des clous, qui expriment aussi, je pense d'ailleurs, chez une partie des manifestants de bonne foi, une espèce de refus de cette accoutumance, sans doute, qu'on a de plus en plus aujourd'hui à la construction d'une société dans laquelle, de fait, on est de plus en plus tracé, pisté, surveillé. Et pour terminer, ça m'a assez amusé, j'ai relu il y a quelques jours un article du Monde de 2016 qui évoquait l'exemple de l'application du QR code collé sur l'ongle de Japonais séniles pour pouvoir les suivre dans leurs éventuelles pérégrinations pour éviter de les perdre. Et le journaliste commence il y a 5 ans son article en citant Big Brother.
Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Non seulement on n'en est peut-être plus là, mais je pense qu'on n'écrirait même plus cet article de la même manière, parce que je pense qu'on est en effet dans une forme d'accoutumance à la surveillance qui de fait existe dans notre société. Merci messieurs, vous restez avec nous évidemment dans notre journal de 14h30. Nous reviendrons sur ces manifestations qu'on continue de suivre à Paris et un peu partout en France. Tout de suite, c'est l'heure de notre rubrique, c'est les vacances. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. On va me dire c'est plutôt la fin des vacances. Plutôt la fin des vacances. Vous serez très nombreux sur la route des retours. En tout cas, un samedi noir pour les retours dans la région Rhône-Alpes, autour de Lyon, de Montélimar, d'Orange. Nargis Hadji, vous êtes à Lyon. Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Oui, alors vous le voyez derrière nous, il y a la A7, le trafic est assez fluide, mais il faut savoir qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de bouchons, où la circulation est particulièrement difficile. Par exemple, Orange, Montélimar ou encore Valence. Valence, c'est d'où vous venez, Sidonie. Alors expliquez-nous un petit peu comment se passe un petit peu cette route des vacances. Pour l'instant, vous êtes avec vos enfants et votre mari. Eh bien écoutez, on a pris notre mal en patience et puis on est parti de façon tranquille en se disant que de toute façon on aurait des ralentissements. Donc on a perdu 1h30 effectivement entre Orange et Valence, mais ça y est, maintenant ça roule et on rentre en Bretagne. Ah oui, alors il vous reste un petit peu de route jusqu'à Rennes. Combien d'heures à peu près ? 7 heures de route pour rentrer encore. Donc on va y aller mollo. On espère que ce sera plus fluide jusqu'à Rennes. On espère aussi, mais les enfants sont cool et c'est encore les vacances. Et faire des pauses, j'imagine que ça aide pour les enfants. Très régulièrement, oui, pour les défouler, pour nous aussi, marcher un peu, s'hydrater parce qu'il fait chaud. Et je crois qu'on va vers le moins chaud là en Bretagne. Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de courage pour le retour à Rennes. Donc on le rappelle, la région est classée par bison futé noir sur les routes du retour des vacances. Vous avez regardé votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. 14h25, restez avec nous dans un petit instant. Nous reviendrons dans notre prochaine édition sur ces manifestations toujours en cours dans quelques 200 villes de France. Aujourd'hui, nous serons notamment à Paris ou encore à Lyon, à Marseille, avec nos reporters qui suivent ces manifestations et nos invités en plateau. A tout de suite. Du lundi au jeudi, Natacha Polony se confronte à l'actualité. Aux côtés d'Aurélie Casse, débat, opinion, point de vue. Pour aller plus loin, c'est Polo News. Du lundi au jeudi, 20h, en direct sur BFM TV. Avec Perco, votre dos ne craint plus les papas tu portes ou Roméo 52 kg. Grâce à leur tenseur, les secondes peaux de Perco redressent votre dos, renforcent vos muscles et soulagent vos douleurs pour enfin revivre pleinement. Perco, libérez votre dos. Commandez sur perco.com. Dispositif médical. Deliveroo présente tous les plats de vos restos préférés ou vos courses indispensables livrés chez vous. On se fait un Deliveroo ? Savez-vous que Comme J'aime, c'est aussi Comme J'aime Express, votre programme minceur pour perdre rapidement du poids? En commençant maintenant Comme J'aime Express, dans 2 mois, vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos. Et oui, jusqu'à 8 kilos en moins, c'est ce que vous propose le programme Comme J'aime Express. Alors n'attendez plus pour perdre vos kilos superflus. La solution, c'est Comme J'aime Express. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Ben & Jerry's vous présente les nouveaux Cookie Dough Twist. 2 recettes gourmandes pour décoller de plaisir. Une onctueuse crème glacée à la vanille avec un cœur moelleux de pâte à cookies pour un tourbillon de gourmandise. Ben & Jerry's, Peace, Love and Cookie Dough.
Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. I go solo, oh I go solo, I make... Renault Zoé E-Tech, jusqu'à 395 km d'autonomie pour aller partout où la vie vous mène. En ce moment, profitez de Renault Zoé E-Tech à partir de 139 € par mois. Téléchargez gratuitement l'application BFM TV. Recevez les alertes infos pour ne rien rater. Regardez la chaîne en direct à tout moment. Consultez les prévisions météo partout dans le monde. Mais aussi la radio et les podcasts. BFM TV, première sur l'info. La météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Et attention aux violents orages, Météo France vient de placer 4 départements en alerte orange, notamment en direction de l'Est, avec un conflit de masse d'air qui va s'organiser dans les prochaines heures. La Haute-Marne, la Haute-Saône, le département de la Côte d'Or ainsi que les Vosges. On attend en effet des quantités de pluie très importantes dans les prochaines heures en lien avec ce conflit de masse d'air qui se met en place avec à l'avant un air très chaud et puis à l'arrière avec l'arrivée de cette perturbation, un air beaucoup plus frais. Et c'est ce qui occasionne ces orages déjà depuis plusieurs heures sur la partie centrale et les pluies également que l'on a observé tout au long de la matinée, notamment dans le nord-ouest de la France. Alors les prévisions pour les prochaines heures, notamment pour ce dimanche, on va encore avoir les résidus de cette instabilité sur les régions de l'Est au petit matin ce dimanche. Ailleurs, globalement, un temps relativement calme. Attention en revanche à ces quelques nuages qui resteront assez présents matin comme après-midi d'ailleurs dans l'extrême sud-ouest. Mais les éclaircies vont prendre du terrain dans le courant de la journée. Pour les températures, ça reste assez doux en matinée, notamment autour de la Méditerranée, avec déjà 22 degrés pour les Niçois, 23 à Perpignan, seulement 13 dans l'intérieur de la Bretagne. Et puis dans le courant de l'après-midi, une vingtaine de degrés, la fraîcheur très installée pour l'intérieur de la Normandie et encore 34-35 degrés autour du golfe du Lion. C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. 14h31 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité aujourd'hui, ce 6e samedi consécutif de mobilisation, notamment contre le pass sanitaire. Près de 200 manifestations se tiennent aujourd'hui en France, où près de 200 000 personnes, au profil de plus en plus variés, sont attendues. Nous serons dans ce journal, notamment au cœur des rassemblements de Toulon et de Paris, avec nos reporters sur place. Une mobilisation qui tient bon, même en pleine vacances d'été. L'exécutif doit-il prendre cette détermination plus au sérieux ? Le mouvement présage-t-il d'une rentrée sociale, voire d'une campagne présidentielle sous tension ? Décryptage avec nos invités en plateau dans un instant. Et nous retournerons dans le Var où les incendies sont fixés mais toujours pas maîtrisés. Deux personnes au moins ont perdu la vie. Plus de 7000 hectares sont partis en fumée. Ce samedi marque un temps de répit pour les centaines de pompiers qui seront de nouveau mis à l'épreuve demain avec la reprise annoncée de forts vents dans le massif des Maures. Mais tout d'abord, donc, ce 6e samedi consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire. Et sur BFM TV, on suit cet après-midi encore en direct avec nos reporters plusieurs des quelques 200 manifestations, vous le voyez, prévues partout en France. On est à Paris, on est à Marseille, à Toulon, à Nice ou encore dans d'autres villes. 170 000 à 220 000 personnes sont attendues sur le territoire selon le ministère de l'Intérieur. Et samedi dernier, par exemple, 215 000 manifestants avaient battu le pavé selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, place Beauvau. On prend la direction du Var tout de suite avec nos équipes à Toulon. Des records de fréquentation ont été atteints dans la ville la semaine dernière. Près de 15 000 personnes étaient déjà là samedi dernier ?
C'était même un peu plus. On était à 22 000 selon la préfecture et à 25 000 selon les organisateurs. Ici, alors difficile de vous dire si à Toulon nous avons à peu près la même affluence que la semaine passée, mais ce que je peux vous dire effectivement, c'est qu'on revit à peu près les mêmes scènes. Il y a beaucoup de monde ici sous une chaleur écrasante. On vient de partir de la place de la Liberté, direction, alors a priori une boucle vers le stade Mayol, puis se rapprocher de l'autoroute et ensuite repartir en direction de la place de la Liberté. Marcher, c'est bien, mais il faut surtout s'organiser. Et effectivement, on a le sentiment ici que l'organisation est en train de devenir un mot-clé. C'est peut-être l'une des raisons du succès de ces manifestations à Toulon chaque week-end que nous suivons ici, avec effectivement des organisateurs qui voient les choses en grand et qui mettent notamment des pupitres, des enceintes pour pouvoir diffuser des discours, des paroles de Français, des paroles de personnes mobilisées ici sur cette manifestation. On a par exemple pu s'adresser à la foule, l'un des organisateurs qui disait: ils nous prennent pour des gueux, ils nous prennent pour des idiots. Leur erreur est d'avoir sous-estimé notre intelligence et c'est la raison pour laquelle nous manifestons et nous organisons ici aujourd'hui à Toulon. Donc beaucoup de gens, on revoit à peu près les mêmes pancartes, notamment certaines il est important de rappeler semaine après semaine, beaucoup de gens qui ont écrit sur des pancartes, sur des cartons, vaccinés et non vaccinés, ensemble pour la liberté, pour bien faire la différence entre le combat qui est celui des gens qui sont réunis ici aujourd'hui à Toulon, qui est celui contre le pass sanitaire, et pas forcément simplement un rassemblement de personnes qui sont contre la vaccination. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous reviendrons vers vous dans un instant au cœur de cette manifestation à Toulon. Jad Zahab est toujours avec nous en plateau, mais également Stéphane Siro et Sylvain Boulou, qui sont toujours présents avec nous pour cette manifestation toulonnaise. La spécificité, Jad Zahab, peut-être pouvez-vous l'expliquer, c'est qu'elle est assez importante. Elle est même plus importante qu'à Paris, et ce depuis plusieurs samedis. Comment est-ce qu'on explique cette forte mobilisation là-bas? On l'a vu notamment la semaine dernière, c'est vrai, et l'une des raisons, c'est que ce sont les départements qui sont les plus touchés par la reprise épidémique. On le voit tout au long des côtes, et par ricochet, ce sont les départements dans lesquels les préfets ont eu à prendre des mesures restrictives, comme par exemple le retour du masque à l'extérieur. Et donc on peut supposer que c'est le retour de ces nouvelles mesures qui peut engendrer une mobilisation un peu plus importante de la part des Françaises et des Français qui sont sur place. Il faut aussi noter que c'est encore une période estivale, donc il y a forcément plus de monde. Donc peut-être arithmétiquement parlant, cette mobilisation sur place est de fait plus importante. Mais ce qui est certain sur les mobilisations aujourd'hui, c'est que le chiffre de ce soir sera très attendu parce que c'est la 6e semaine, que la semaine dernière il y avait eu une légère décrue, on peut dire, ou en tout cas un léger tassement du nombre de manifestants, et qu'on est à un peu moins de 2 semaines d'une rentrée sociale avec des enjeux très nombreux, et notamment une rentrée électorale, puisque la campagne présidentielle va véritablement prendre son envol avec des journées d'été dans tous les partis, des lancements de primaires peut-être, et donc c'est un enjeu qui, alors que l'automne approche, peut devenir non plus uniquement sanitaire, mais politique au sens partisan du terme. Sylvain Boulouk, c'est tout le pourtour méditerranéen en fait qui se mobilise, Nice, Marseille, Toulon, Montpellier, on évoquait tout à l'heure Perpignan. Oui, alors il y a une dimension que vous avez peut-être échappé en regardant les images, mais vous aviez un certain nombre de drapeaux frappés d'un cœur avec une croix au-dessus, qui évoque les guerres de Vendée et qui évoque un mouvement de droite très à droite, qui traduit en fait une forme de mobilisation d'une frange particulière de l'électorat qu'on retrouve principalement dans le sud-est et le long de l'arc méditerranéen. Alors ça ne veut pas dire que toute l'extrême droite soit hostile au pass sanitaire, mais une partie d'entre elles l'est, alors pour différentes raisons, soit une opposition à Emmanuel Macron, donc ils utilisent cet argument, soit pour des raisons plus religieuses que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une croyance dans un au-delà qui serait plus important que l'au-delà, que la réponse scientifique. Donc vous avez ces raisons-là qui sont extrêmement présentes, et quand on regarde les mobilisations au niveau régional, vous avez vraiment des formes de mobilisation, et là on retrouve un peu la même chose que chez les Gilets jaunes, des formes de mobilisation qui vont être extrêmement diverses
selon les régions et où vous allez retrouver en fait les comportements électoraux d'une partie de la population. C'est-à-dire que si vous prenez le Grand Ouest, ça va pas du tout être les mêmes, ça va pas du tout être les mêmes slogans. On sera sur des slogans beaucoup plus attention, défense des libertés publiques, refus de la surveillance généralisée, alors que dans cette zone-là, on est plus sur l'hostilité à Emmanuel Macron et des slogans qui seraient plutôt anti-vaccins. Après, il y a cette dimension aussi de l'autre dimension que Stéphane Siro évoquait tout à l'heure, qu'on peut voir d'après les différentes enquêtes, qui est de fait qu'il y a une défiance qui est devenue institutionnelle de la part d'un certain nombre, enfin vis-à-vis des institutions, de la part d'un certain nombre de personnes qui ne votent pas ou ne votent plus et dont il est difficile de cerner forcément le parcours politique. Stéphane Siro, justement, notre reporter le disait à Toulon, il a observé ces pancartes de vaccinés, non vaccinés, ensemble pour la liberté. Il y a aussi cette spécificité dans certains de ces rassemblements, c'est qu'on n'est pas forcément anti-vaccin, mais que ce sont des lois que ces manifestants dénoncent comme liberticides, ces conditions sanitaires qui sont dénoncées. Oui, alors ce serait trop réducteur, en effet, de placer le problème comme étant un problème qui serait, d'un côté, les partisans de la vaccination et du pass sanitaire, et de l'autre, leurs opposants. Parce que, tout simplement, hein, j'allais dire, c'est presque arithmétique. Quand on regarde les études d'opinion, le nombre de Français qui expriment soit leur sympathie, soit pour le moment l'absence de jugement à l'égard de ces manifestations dépasse très largement le nombre de Français qui sont vaccinés ou même qui se disent plutôt pas opposés à l'existence d'un pass sanitaire. Et donc ça renvoie bien évidemment, on en a parlé depuis un bon moment maintenant, au malaise démocratique, au malaise politique, aux désaffiliations de nos concitoyens qui ne trouvent plus d'offres politiques, qui ne veulent plus choisir ou qui ne peuvent plus choisir et qui du coup considèrent que la légitimité du politique aujourd'hui n'existe plus. Alors je voudrais quand même ajouter une chose pour ceux qui sont dans les manifestations, dont effectivement l'un des points communs semble être l'opposition assez résolue à Emmanuel Macron. Qu'ils prennent garde, ça pourrait leur revenir comme un boomerang pour une raison très simple. Emmanuel Macron, c'est un objet politique très plastique, opportuniste, diraient certains, et qui, à mon avis, peut tout à fait s'emparer du contexte de ces manifestations pour ressouder autour de lui ce qu'il avait obtenu en 2017, c'est-à-dire, au fond, un vote des électeurs du centre-gauche, du centre-droit, reconstituer une espèce de coalition des raisonnables autour de lui et qui assure sa réélection, sachant qu'on peut penser en effet que les questions sanitaires seront au cœur, forcément chronologiquement, de la campagne électorale. Alors on va repartir à Toulon, retrouver notre reporter sur place avec cette double question. Quels sont les profils et quelles sont les revendications des manifestants dans votre cortège ? Alors revendication, c'est un mot qui colle très peu finalement à ce que l'on voit ici sur ces manifestations, parce que ce qui soude véritablement et le message qui est le plus porté par les gens que nous avons autour de nous ici, c'est l'idée de nos enfants ne sont pas des cobayes. Et cela vraiment, c'est une manière de mobiliser de manière très très forte les gens ici autour de l'idée de ne pas forcer, de ne pas inciter même par un pass sanitaire les enfants 12-18 ans à se faire vacciner, voire en dessous de 12 ans. Et cela, véritablement, lors des prises de parole qu'il y avait sur l'estrade, sur la place de la Liberté, il y a quelques minutes avant que nous prenions la route du stade Mayol, le stade du rugby club toulonnais, et de faire ce tour dans la ville de Toulon, c'est revenu à plusieurs reprises dans la bouche d'enseignants, dans la bouche d'aides-soignants, dans la bouche également d'un chirurgien dentiste qui a raconté son quotidien lié au Covid et qui a donc eu des avis également, porté une parole devant les gens qui l'écoutaient. Nous avions affaire à une forme d'agora et effectivement cette question des enfants, plus qu'une revendication, mais en tout cas le fait de ne pas y toucher, pour reprendre les termes des manifestants, est particulièrement importante. En revanche, sur le profil, effectivement, il y a quelque chose à saisir, c'est ce caractère, ça se voit sur les images d'ailleurs que vous pouvez voir à la télévision, mais ça se ressent encore plus sur le terrain, c'est cette idée de manifestation très populaire et très familiale. Nous avons face à nous effectivement des gens de tous âges, de toutes catégories sociales, et particulièrement des gens qui
viennent manifester en famille. Cela explique également le dispositif policier qui généralement est assez léger ici à Toulon. La semaine passée, il n'y avait pas eu vraiment de soucis, sauf à la fin, à la marge, quelques échauffourées avec les forces de l'ordre, mais ça s'était globalement très très bien passé. Et une manifestation populaire également parce que, eh bien, on met de la musique, on fait du bruit, les motards ouvrent le bal notamment, et il y a des chants qui sont ceux de la liberté globalement, avec tout de même évidemment une teinte politique. Nous avons entendu, comme partout ailleurs en France, des Macron démission au début du cortège. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc sur ce cortège à Toulon, qui est donc rassemblé, vous le voyez à l'heure actuelle, et Jade Zab, donc on a bien entendu notre reporter qui dépeint là-bas une atmosphère un peu particulière avec cette question des enfants. Nos enfants ne sont pas des cobayes. Ça, c'est très central. C'est ce qui rentre dans le cadre de ces manifestants qui viennent en famille pour notamment parler de vaccins, mais plus de la question des enfants. C'est aussi central. Oui, tout à fait. C'est le sujet qu'on abordait tout à l'heure. En effet, pour les plus de 12 ans, la vaccination est ouverte et elle semble prendre un bon rythme. C'est la question du protocole d'accueil dans les collèges et les lycées. Et puis pour les moins de 12 ans, c'est vrai que c'est un sujet, on peut comprendre que des parents s'émeuvent de vacciner leurs enfants, même s'il y a déjà un certain nombre de vaccins obligatoires. En Israël, la question de la vaccination des moins de 12 ans est posée, alors avec sans doute une demi-dose parce que ce sont des enfants, mais c'est un véritable sujet. Sur la question de ce mot liberté qui revient très souvent, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est depuis le début de la pandémie de manière générale, ceux qui contestent, en tout cas chez une partie de celles et ceux qui contestent le pass sanitaire, il y a une vision de la liberté, l'articulation des libertés individuelles avec les libertés fondamentales qui peut poser question, et évidemment pas tous les manifestants, mais chez une partie des manifestants, chez une partie de la société, les libertés individuelles sont vécues comme un bouclier à toute notion de citoyenneté. Je pense que ça doit nous intéresser, ça doit questionner aussi les politiques qui doivent prendre en compte cela. Ensuite, sur un certain nombre d'affiches, de pancartes, de reproches qu'on a vues sur la dictature. Alors évidemment, il faut les disqualifier parce que la France n'a rien d'une dictature. Par contre, on peut s'émouvoir, c'est vrai, depuis 19 mois, du retour à une forme de verticalité de la décision politique qui est très en ligne avec d'ailleurs l'esprit de la Ve République où c'est vrai, le gouvernement a utilisé ce qu'on appelle les ordonnances pour aller un peu plus vite et pour entrer dans le domaine de la loi. Donc tout ça, ce sont des vrais questionnements qu'il faudra avoir au moment de l'élection présidentielle et du débat qui va arriver. Mais en tout état de cause, à mon avis, en 20 secondes, deux priorités, une à court terme, une à plus long terme. Le long terme, c'est ce que je disais, c'est re-questionner la citoyenneté parce que ces images-là, depuis 6 semaines, démontrent qu'il y a un lien qui s'est distendu dans la société et à très court terme, c'est quand même l'urgence sanitaire, c'est important de le rappeler. On a vu des images chez nos compatriotes en Guadeloupe et en Martinique, des gens qui sont débordés, des gens qui regrettent de ne pas s'être fait vacciner. Et donc peut-être s'il y avait un enjeu politique, c'est justement que nos hommes et nos femmes politiques arrêtent de nous faire de la pédagogie sur le vaccin et qu'ils laissent cela aux soignants et aux médecins. On prend la direction de Paris, cette fois-ci. On reprend la capitale avec un autre rassemblement, celui qui est organisé, vous le voyez, en tête de cette marche par Florian Philippot des Patriotes. Une manifestation où l'on retrouve nos reporters également sur place. Avec cette spécificité, finalement, une manifestation qui est assez clairement consacrée à Didier Raoult. Absolument, et même en amont de cette manifestation, et bien sur Twitter, Florian Philippot, le patron du mouvement Les Patriotes, avait appelé à scander deux mots, liberté et Raoult, du nom du professeur Didier Raoult, qui est poussé vers la sortie de l'IHU de Marseille, dont les membres fondateurs ne veulent pas prolonger son mandat en raison de son âge. Florian Philippot qui a annoncé vouloir donc dédier cette journée entière au professeur Raoult. Il est même monté sur l'estrade il y a une trentaine de minutes pour le dire, avec des applaudissements aussi fournis de la foule. Et on a vu effectivement quelques pancartes avec dessus inscrit « Touchez pas au professeur Raoult ». Je vous propose d'écouter justement Florian Philippot à ce propos. Il a créé l'IHU en 2011, il le dirige, il peut encore le diriger, il l'a demandé. Mais alors c'est quoi son péché mortel? C'est d'avoir soigné les gens, c'est d'avoir dépisté avant les autres, c'est d'avoir dit avant les autres qu'il y avait des variants, c'est d'avoir dénoncé des conflits d'intérêts, la corruption. Bon, c'est ça son péché mortel sûrement. Bah écoutez, c'est triste pour la science et c'est triste pour la France. Voilà, manifestation qui est donc dédiée en partie au professeur Raoult, mais qui est aussi consacrée à un appel de résistance, à un appel de liberté, disent les manifestants, un mot qu'on retrouve sur la majorité des pancartes ici. Alors il y a plusieurs slogans, ceux qui visent encore une fois l'extension du pass sanitaire, je vous en cite quelques-uns. Non au pass de la honte, les Gaulois réfractaires sont dans la rue. Un autre, je cite, pass sanitaire égale vaccination forcée, égale viol. Voilà ce que l'on peut lire. C'est un appel à la liberté, à la résistance. Et on a vu aussi à ce propos des drapeaux français avec inscrit dessus, le symbole d'une croix de Lorraine qui était le symbole de la résistance et de la France libre lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ce cortège qui vient tout juste de s'élancer depuis la place d'Enfer Rochereau à Paris. Il y a des familles, des soignants, des jeunes, des retraités. Un cortège qui donc s'élance pour la 6e fois consécutive.
Sylvain Boulouc, on vient de l'entendre, outre quelques slogans un petit peu particuliers, c'est monothématique autour de Raoult et autour d'une ligne politique assez claire dans ce cortège parisien. On rappelle qu'il y a 4 manifestations, 4 rassemblements à Paris. Alors oui, il y a 4 rassemblements. Celui-là, c'est celui qui serait le plus de droite nationaliste, on va dire, avec un angle d'approche... En tout cas, très clairement politique, celui-là. Très clairement politique, avec un angle d'approche particulier, puisque Florian Philippot se réclame du nationalisme, tout en se réclamant de l'héritage de la Révolution française, ce qui explique la présence de bonnets phrygiens, de drapeaux tricolores, et même de drapeaux avec des croix de Lorraine dessus, mais ça, il le faisait avant, hein, donc c'est pas propre. C'est pas quelque chose qui est propre au pass sanitaire, c'est vraiment quelque chose où il s'estime dans une filiation de résistance. Alors, ce qu'il dit, c'est la résistance à l'Europe. Mais vous avez ensuite en filigrane derrière l'expression liberté, où là c'est plus la liberté individuelle de choisir, peu importe le rapport à l'autre, c'est ce que disait Jade il y a quelques minutes, peu importe le rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une notion de liberté publique qu'on peut retrouver dans les autres manifestations, avec dans les autres manifestations une inquiétude sur les différentes lois qui étaient des lois temporaires, qui se sont toutes inscrites dans la durée en fait. C'est un mouvement qui commence avec les attentats de 2015 où vous avez un certain nombre suite aux j'oublie le terme, suite aux attentats, mais suite à l'état d'urgence, voilà. Suite à l'état d'urgence où vous avez eu un certain nombre de décrets qui ont été pris de manière temporaire et qui se sont inscrits dans le droit coutumier. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez chez les autres manifestants le mot liberté qui n'est plus employé dans le même sens. C'est-à-dire que c'est un sens de liberté collective et plus du tout un sens de je fais ce que je veux avec mon vaccin ou pas. Donc il faut vraiment faire attention quand on regarde ces manifestations, parce que même s'il y a tous vont dire non au pass sanitaire, la motivation qui est derrière est pas forcément la même. Et ce qui explique qu'il y ait des cortèges. Et dans les appels à manifestation, alors plutôt pas ceux de Philippot, mais plutôt les autres, vous avez, on ne se mélangera pas avec l'extrême droite, hein, très clairement affiché avec un fond de dénonciation de cette ligne politique sur le thème. C'est pas parce qu'ils annoncent le terme liberté qu'ils défendent les libertés publiques. On va revoir toutes ces spécificités, évidemment, de tous ces cortèges tout au long de l'après-midi sur BFM TV. Merci, messieurs. On en reparle dans notre prochain journal, car dans l'actualité de ce samedi, il y a aussi ces incendies toujours en cours dans le Var. Ils occupent plusieurs centaines de pompiers depuis le début de la semaine. Ils ont déjà fait au moins 2 morts, une vingtaine de blessés et ravagé plusieurs milliers d'hectares. Le feu qui ne progresse plus, hein, c'est ça la bonne nouvelle, mais la vigilance reste de mise. On vous retrouve sur place, Antoine Forestier pour BFM TV. C'est le vent qui menace, notamment, à partir de demain. Oui, tout à fait. Les nouvelles sont plutôt bonnes pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de reprise de feu à signaler, ou pas de nouveaux feux, en tout cas dans le secteur pour le moment, pour les pompiers. Ici, l'incendie est toujours fixé dans ce périmètre de 7100 hectares. Il y a 3 hélicoptères et un avion qui sont à disposition si jamais il y avait des reprises. Pour vous donner un ordre d'idée, jeudi, 400 largages avaient été effectués, vendredi, 70 seulement. C'est dire que ces moyens aériens, ils peuvent toujours servir, mais que pour l'instant, en effet, moins de reprises de feu que les jours précédents. Le gros du travail, il est effectué au sol, au niveau de la lisière de cet incendie qui représente quasiment 80 km de long. C'est la périphérie, il est entre la zone brûlée et la végétation qui pour le moment a été épargnée. Un travail long et harassant pour les pompiers dont nous parle le commandant Florent Dossetti des pompiers du Var. Il est interrogé au micro de Sonia Reynaud. C'est une journée où on va se préparer à un nouvel épisode de vent annoncé à partir de ce soir. On va travailler d'arrache-pied sur les derniers points chauds, les lisières qui pourraient être actives. Donc on envoie des équipes au plus près, au contact, pour les noyer, soit au moyen de retardants, soit au moyen d'eau. Et on est appuyé dans cette mission sur les façades est du chantier par des largages de dash. Les conditions sont réunies pour qu'en cas de départ de feu, celui-ci soit d'ampleur. Au plus fort de l'incendie, on a compté jusqu'à 1200 pompiers. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 800 car certains d'entre eux ont été renvoyés entre guillemets dans les casernes du Var pour être prépositionnés au cas où il y aurait d'autres départs de feu dans le département, car le risque incendie est toujours très sévère sur tous les massifs du Var qui sont d'ailleurs toujours interdits au public.
Merci Antoine Forestier pour ces dernières précisions avec Dominique Lepicard en direct du Luc dans le Var. Des incendies de plus en plus fréquents, vous l'avez suivi dans l'actualité, en Méditerranée, en Californie, en Sibérie, mais aussi d'autres catastrophes naturelles. On se souvient de ces inondations spectaculaires, notamment en Belgique ou en Allemagne, ou encore ces dômes de chaleur comme au Canada. Oui, à ce propos, ne manquez pas lundi soir 20h50 sur BFM TV dans l'émission Ligne Rouge, le grand reportage climat, l'apocalypse, un long format de la rédaction. Des dômes de chaleur aux conséquences dramatiques, comme à Lytton où le pire est à venir. Dans ce paysage desséché, de nombreux incendies éclatent, visibles depuis l'espace. La petite ville, prisonnière de ces températures extrêmes, s'embrase, comme un feu de paille. Les habitants reçoivent soudainement l'ordre d'évacuer. Une fuite effrénée au milieu des feux qui avancent à grande vitesse. Me and my dog just got out, but we could see the house literally in fire as I was leaving. I didn't even have time to lock the door. En quelques heures, les flammes rongent la quasi-totalité du village. 90% des bâtiments sont réduits en cendres. Depuis le ciel, Lytton consumé n'est plus qu'une nappe de fumée. 14h53, tout de suite l'infotrafic. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et c'est un week-end de retour de vacances pour de nombreux Français. Attention sur la route, Bison Futé annonce un trafic très dense aujourd'hui, rouge au niveau national et même noir dans le quart sud-est et en région lyonnaise. Vous le voyez sur ces prévisions, ce sera encore chargé demain sur les retours, mais un peu moins difficile tout de même. Et vous l'avez vu, ça roule plutôt bien, paradoxalement, pour l'instant, en tout cas sur l'A71 à Clermont-Ferrand, parce qu'on a quand même atteint un pic de bouchons aujourd'hui, 838 km d'embouteillage sur les routes. Il y a encore quelques instants, soyez vigilants. Vous avez regardé votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Les manifestations contre le pass sanitaire, 200 rassemblements partout en France aujourd'hui. À 15h, nous serons à Marseille et Paris. Mais tout de suite, la météo. La météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. 4 départements placés en vigilance orange par Météo France. On annonce en effet dans les prochaines heures de violents orages sur la Haute-Saône, la Haute-Marne, le département de la Côte d'Or, mais également les Vosges. Attention, les orages sont en train d'ailleurs de s'organiser en lien avec cette perturbation qui rapporte de l'air frais sur des zones où le thermomètre grimpe en ce moment entre 27 et 28 degrés. En tout cas, c'était le cas tout au long de l'après-midi. Les premiers orages qui sont apparus ces dernières heures sur la région centre. Attention donc à cette instabilité avec de fortes quantités de pluie, de la grêle, des précipitations qu'on retrouvera d'ailleurs encore demain localement dans le nord-est avec un coup de tonnerre possible à proximité des Vosges. Beaucoup de nuages quand même sur les régions les plus au nord et puis toujours ces nuages supplémentaires aussi à proximité de la vallée de la Garonne. Quelques bruines seront possibles. Et puis entre Corse et continent, ça va s'arranger quand même dans le courant de la journée avec le retour du ciel bleu. Oui, mais attention au vent fort de nouveau dans un contexte de risque d'incendie élevé. Des rafales jusqu'à 50 km/h sont attendues. Et la moitié nord qui essaiera de retrouver son ciel bleu mais avec encore quelques risques d'averses. Pour les températures, ça reste assez limite sur les régions les plus au nord, notamment à proximité de la Manche. Au petit matin, on se réveillera seulement avec 13 degrés dans l'intérieur de la Bretagne. Exactement la même température d'ailleurs pour Aurillac, 23 degrés autour de la Méditerranée. Puis dans l'après-midi, une baisse générale est à prévoir. Côté thermomètre, on aura quand même 34 degrés à Montpellier, sans doute des pointes à 35 dans l'intérieur du Var et puis pas plus de 20 degrés dans le nord-ouest. Ce sera d'ailleurs la minimale demain après-midi. C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Du lundi au jeudi, Calvi 3D, c'est le direct, le débat, le décryptage. Dès 18h50, je vous donne rendez-vous pour Calvi 3D. Pour savoir, pour comprendre, pour débattre, je reçois les meilleurs experts et les acteurs de l'actualité. Calvi 3D, du lundi au jeudi,
18h50, en direct sur BFM TV. Robocop est de retour. Construisez le légendaire cyborg. Une spectaculaire réplique de grande taille entièrement articulée. Le numéro 1, 50 centimes chez votre marchand de journaux. Ah, avec vous, ça n'a pas toujours été facile. Vous m'avez arrosé, vous m'avez enfumé, abandonné. Mais pourtant, je sais pas. Avec vous, je me sens en sécurité. Si vous aimez votre maison autant qu'elle vous aime, protégez-la. Rendez-vous sur Verisure.fr pour commencer votre devis. Savez-vous que Comme J'aime, c'est aussi Comme J'aime Express, votre programme minceur pour perdre rapidement du poids? En commençant maintenant Comme J'aime Express, dans 2 mois, vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos. Et oui, jusqu'à 8 kilos en moins, c'est ce que vous propose le programme Comme J'aime Express. Alors n'attendez plus pour perdre vos kilos superflus. La solution, c'est Comme J'aime Express. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Une seule plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play. Live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web. They say it's a matter of time. 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. I go solo, oh I go solo. Renault Zoé E-Tech, jusqu'à 395 km d'autonomie pour aller partout où la vie vous mène. En ce moment, profitez de Renault Zoé E-Tech à partir de 139 € par mois. Il est quasiment 15h, bienvenue sur BFM TV. Nouveau samedi de manifestation pour les antipasses. 200 rassemblements sont prévus partout en France. Paris, Toulon, Marseille ou Lyon, les cortèges se sont déjà élancés. Nos reporters sur le terrain à Paris et Marseille dans ce journal. Dans la capitale, 4 manifestations, dont l'une à l'initiative de Florian Philippot, le chef de file des Patriotes, et ses soutiens. Une manifestation qui revêt un aspect très différent, avec notamment des pancartes et des slogans en soutien affiché au docteur Didier Raoult. École fermée, retour de confinement et de l'attestation de déplacement face à la flambée de l'épidémie de Covid. La Polynésie française a décidé d'un nouveau tour de vis à partir de lundi et pour une durée de 2 semaines. Et puis c'est la fin des vacances pour une grande partie des Français, ce qui veut dire embouteillage sur les grands axes routiers. Plus de 800 km d'embouteillage actuellement, notamment dans le secteur de Lyon, d'Orange ou de Montélimar. Nous serons tout à l'heure avec Nargis Hadji dans le Rhône-Alpes pour voir comment ça roule. C'est donc un nouveau samedi de mobilisation qui vient de débuter il y a 1 heure à peine avec de nombreux rassemblements. Vous les découvrez ici à Paris, à Toulon, à Marseille ou bien à Nice. Mobilisation dans des grandes villes, mais également, Fanny, dans des communes plus petites. Oui, des rassemblements, des manifestations pour dire non au pass sanitaire ou pour s'opposer plus généralement également à la vaccination. Jusqu'à présent, à ces manifestations ont rassemblé entre 170 et 220 000 personnes par samedi. Alors, on va prendre la température dans l'un de ces cortèges. Nous sommes à Paris où il y a 4 rassemblements exactement aujourd'hui. Nous étions tout à l'heure dans le rassemblement qui était mené par le leader politique Florian Philippot. Nous sommes dans un autre rassemblement où on retrouve un reporter de BFM TV. Quelle est l'ambiance? Est-ce qu'il y a une forte mobilisation également? Écoutez, c'est un rassemblement non violent et même, je dirais, festif. On vient de terminer une pause de 3 à 4 minutes où les manifestants sont mis à danser, à chanter. Globalement, on a fait la moitié de ce parcours entre la place Fontenoy et le quartier de Bercy, qui sera donc l'itinéraire le plus long des 4
manifestation cet après-midi à Paris. Qui sont ces manifestants? Ce cortège répond à l'initiative d'un ancien gilet jaune, donc il y en a forcément certains en tête de cortège et un peu dispatchés. Mais je dirais qu'il y a un petit peu de tout, hein, de tous les âges déjà, de toutes les professions, des gens qui ne sont pas forcément des gilets jaunes, qui ont des revendications libertaires globales, telles que la justice sociale, la justice fiscale. Les slogans sont tous, pour la plupart, à destination du président de la République. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, démission. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe plutôt bien aussi ce cortège, puisque la réponse des forces de l'ordre est assez importante, un dispositif très conséquent, puisqu'on attendait une mobilisation beaucoup plus importante. Merci beaucoup pour ces images donc, en direct de ce cortège parisien, l'un des 4 rassemblements de cet après-midi dans la capitale. On en parle avec nos invités en plateau. Stéphane Siro est toujours avec nous, spécialiste des mouvements sociaux. Sylvain Boulouc également, historien et spécialiste du syndicaliste. Et nous a rejoint en plateau, bonjour, le docteur Édouard Obadia, médecin réanimateur à l'hôpital Claude Gallien de Quincy sous Sénat. On parlera évidemment de la situation sanitaire avec vous. Merci d'être notre invité. Tout d'abord pour cette manifestation à Paris, ce cortège que l'on vient de voir précisément, on le voit comme un peu tous les samedis, les uns après les autres, et de plus en plus, c'est un profil très disparate de manifestants. Qu'est-ce que ça dit de cette mobilisation? Est-ce que finalement le message est encore audible aujourd'hui? Oui, enfin, je pense que le débat est compris par tout un chacun, même si après les arguments peuvent paraître insuffisants ou assez flous. Le cortège Philippot, il me semble que lui, il est quand même assez clairement marqué idéologiquement et politiquement. Avec peut-être quand même, c'est toujours le côté parisien des choses, peut-être un côté un peu miroir déformant de ce qui se passe à Paris. Je pense que. Et puis c'est peut-être un peu la seule figure politique qui est présente dans ces manifestations, on n'en voit pas d'autres. Alors, des relativement connus, oui, en effet. Il y a Nicolas Dupont-Aignan, mais c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins. Bon, François Asselineau qui est médiatiquement moins connu. Bon, que Philippot cherche, il y a sans doute cet enjeu résiduel au sein d'une frange de la droite radicale ou de l'extrême droite pour essayer d'incarner un petit peu cette protestation. Bon, ça me paraît assez, c'est peut-être une espèce de bulle médiatique. Hein. Je pense que c'est pas parce qu'on utilise en tête de cortège, comme on l'a vu, le slogan Liberté, qu'on aura son 18 juin 1940 et n'est pas le général de Gaulle qui veut. Donc, je pense qu'il faut relativiser l'ampleur qu'on pourra donner et l'écho que pourrait avoir Florian Philippot, dont on a vu d'ailleurs qu'il faisait de Didier Raoult l'incarnation en ce moment de manière plus générale, de sa protestation. On n'est pas dans ces images qu'on voit, juste pour préciser pour nos téléspectateurs, ce ne sont pas les images de la marche menée par Florian Philippot, c'est celle qui est organisée par un gilet jaune. On voit d'ailleurs ces images. Et est-ce que justement cette tendance aussi, le fait que ces gilets jaunes soient présents depuis assez tôt dans ces manifestations contre le pass sanitaire, ça présage peut-être d'une relance à la rentrée de ce mouvement des gilets jaunes? En fait, alors... Là, c'est une manifestation qui ressemble à toutes les manifestations qui ont pu avoir lieu tous les samedis depuis le 17 novembre 2018. Parce que quand on regarde, en fait, sauf la période du confinement où les manifestations n'étaient pas autorisées, sinon tous les samedis depuis 2018, vous avez 2 petites manifestations de gilets jaunes qui ont eu lieu et qui se sont tenues tous les samedis. Donc là, ils sont plus nombreux parce qu'il y a un appel à mobilisation qui répond plus uniquement à ce qu'étaient les slogans des gilets jaunes sur le pouvoir d'achat et puis après ce qui sont étendus sur un certain nombre d'autres domaines, mais vous retrouvez un peu les mêmes figures et la même composition très hétéroclite, c'est-à-dire que vous allez avoir dans ces manifestations, quand vous regardez un peu les images, vous allez avoir à la fois un drapeau palestinien qui est à l'antenne juste, des bonnets phrygiens, un drapeau français avec frappé d'une croix de Lorraine. On pourrait penser qu'il serait plutôt chez Philippot, mais non, il est là parce que ça n'a pas la même signification. Des slogans qui vont être en soutien à Raoult et d'autres qui vont être on est vacciné mais on veut pas du pass sanitaire. Donc vous avez très disparate et très hétéroclite et qui ressemble à ce que pouvaient être aussi les revendications des gilets jaunes au départ, puisque vous aviez un peu tout et son contraire dans les revendications. Mais il y a le côté fourre-tout, mais il y a en même temps, on l'a vu,
des manifestations très thématisées, avec une ligne très directe. Alors, c'est la thématique, enfin, ce qui unit ces différents mouvements, c'est l'hostilité au pass sanitaire, que ce soit pour des raisons d'hostilité au vaccin ou que ce soit c'est pour des raisons de liberté publique. La deuxième thématique qui semble unir quand même tous les manifestants, même si ce sont des manifestations séparées, c'est l'hostilité au pouvoir exécutif actuellement. C'est-à-dire que vous avez une hostilité à Emmanuel Macron qui est dans toutes les manifestations et qui est présente dans... Vous nous dites qu'on est déjà dans la pré-campagne. Pas forcément, parce que c'est des mouvements... Alors, ça dépend pour qui. Pour Philippot, oui. Pour les Gilets jaunes, je ne pense pas du tout, parce que c'est plutôt un public qui ne va pas ou ne va plus voter, qui ne croit pas du tout dans le système institutionnel tel qu'il existe actuellement. Je vous souvenez d'une des revendications qui était apparue pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui était le référendum d'initiative citoyenne. Donc vous avez cette dimension-là qui est présente, et c'est plutôt une demande d'autres formes de vie politique, avec une défiance vis-à-vis de tout ce qui peut représenter les institutions, qui est relativement forte dans ces cortèges. Donc vous avez donc on voit aussi un soutien à Raoult sur une des pancartes. Mais ça ne veut pas dire que la thématique soit la même que celle de l'autre défilé. C'est vraiment, il y avait dans ce qui avait pu être prononcé une hostilité, enfin dans les appels à manifestation, une hostilité assez forte envers Philippot sur le thème, il veut faire de la récupération politique d'un mouvement qui ne lui appartient pas. Un soutien notamment à Didier Raoult, vous le disiez, dans l'une des manifestations parisiennes. On prend la direction de Marseille, justement, d'où est originaire le docteur Raoult, pour retrouver nos reporters, puisqu'il y a aussi une manifestation, évidemment, sur place, là-bas, un rassemblement plus précisément, et on le voit sur ces images au Vieux-Port. On vous retrouve sur place et on le voit, il y a toujours du monde mobilisé. Sous quel mot d'ordre à Marseille ? Effectivement, des milliers de manifestants actuellement depuis une heure. C'est un cortège relativement calme qui se déplace dans les rues de Marseille, rythmé par des klaxons, des slogans, des fumigènes et quelques huées à destination des policiers. Quelques échauffements aussi ont lieu entre des personnes à leur bâton et la foule avec des aides-canettes. En tête de cortège, alors une banderole, La vérité rend libre, qui réclame tout simplement l'abrogation du pass sanitaire. Un pass sanitaire d'ailleurs écrit sur quelques pancartes de la manière suivante. Les deux S de passe symbolisent ceux des SS, avec également une représentation imagée de la rappeuse marseillaise Kenny Arcana qui déchire le QR code. Une femme a également mis la photo de sa fille en disant qu'elle n'était pas un cobaye. Je peux lire aussi sur d'autres pancartes, merci au professeur Raoult, le hashtag Paris 11 septembre, ou encore ne touchez pas aux enfants sinon les pavés vont voler. Mais aussi, j'ai pu apercevoir une caricature du président en diable avec des cornes sur la tête et l'inscription suivante, Macron dégage. Une autre affiche aussi avec la tête de différents ministres derrière les barreaux indiquant que l'interdiction des traitements était punie de 5 ans d'emprisonnement. Et au moment de passer du côté de la préfecture, des barrages de forces de l'ordre étaient bien présents. Nous nous dirigeons actuellement vers l'hôpital de la Simone et notamment l'IHU Méditerranée où se trouve le professeur Raoult, en tout cas, qui est à la tête de cette IHU. Merci infiniment. C'était le témoignage de notre reporter sur place cet après-midi à proximité du Vieux-Port. Là, concrètement, Sylvain Boulouc, nous avons typiquement la manifestation avec, on va dire, la manifestation fourre-tout. Toutes les thématiques sont réunies. C'est moins le cas à Paris qu'en province, parce que pour des raisons d'effet de nombre de manifestants, mais c'est très hétéroclite. C'est-à-dire qu'on retrouve tout ce qui peut, tous les types d'opposition au pouvoir qui peuvent être venus manifester, avec une majorité de slogans quand même hostiles au pass sanitaire, pas forcément très très habiles avec les références historiques que l'on peut voir, mais après vous avez aussi d'autres slogans qui ont peu de choses à voir avec la crise sanitaire ou les réponses à la crise sanitaire qui sont proposées actuellement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans ce défilé marseillais, une particularité avec les références aussi à la rappeuse Kenny Arcana qui était une des figures de proue du mouvement altermondialiste dans les années 2000-2010 qui se relance là avec un nouvel album où justement il est question de la contestation
où elle conteste aussi un certain nombre de dispositions dans les paroles de ses chansons. Mais donc vous avez cet aspect-là de protestation contre la politique sanitaire actuelle, et à côté de ça, vous allez avoir un certain nombre d'autres slogans qui sont plus sur soit les libertés publiques, donc plutôt des slogans qui seraient plutôt marqués à gauche de l'échiquier politique, soit les libertés individuelles. Ce qui fait la particularité marseillaise ou dans certaines autres villes de France, c'est que tous les manifestants participent aux mêmes manifestations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des cortèges séparés comme on peut le voir à Paris. Stéphane Siero, que peut comprendre l'exécutif en voyant ces images, parce qu'il s'exprime peu. On n'a pas eu de remarques, de commentaires, notamment du président de la République. Quand on voit ces images samedi après samedi, ces mobilisations qui perdurent week-end après week-end, pourquoi ce silence? Est-ce qu'on analyse ça de loin du côté de l'exécutif, ou est-ce qu'on sous-estime un peu ces mouvements? Moi, je pense qu'il joue la carte de l'opinion publique, qui pour le moment ne bouge pas tellement. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis un mois, les rapports de force sont à peu près les mêmes. Je pense aussi que probablement il joue la carte qui est celle de tous les pouvoirs politiques face à des mouvements sociaux depuis 25 ans, c'est-à-dire que on laisse les défilés se passer, se fatiguer, se déliter, et puis ensuite on reprend, j'allais dire, la vie politique traditionnelle. Sur le côté bigarré, je pense là pour le coup que ça n'est pas très surprenant. C'est plutôt le contraire qu'il serait. On est quand même le samedi, jour où tout le monde peut descendre dans la rue. On est sur des problématiques qui sont des problématiques transversales, à la fois en termes d'âge, de catégories socio-professionnelles, d'engagement ou d'absence d'engagement politique. Ça n'est pas les mouvements sociaux, et c'était vrai à l'époque des Gilets jaunes, mais ça n'est pas les mouvements sociaux auxquels on était traditionnellement habitués, c'est-à-dire depuis 25 ans, des mouvements qui nationalement portaient sur la question des retraites, qui étaient mobilisés par les organisations syndicales, avec des manifestations en semaine qui impliquaient de faire grève. Bref, du coup, avec un public beaucoup plus socialement et syndicalement ciblé, organisé, encadré. Voilà, donc j'allais dire, c'est presque dans la nature du phénomène que l'on est en train de vivre, d'avoir ce côté très hétéroclite de ces mobilisations. Docteur Obadia, vous me disiez en regardant les images tout à l'heure à Marseille, regardez, ils n'ont pas le masque. Oui, je suis consterné parce que depuis des semaines et des semaines, on rappelle, notamment sur vos plateaux, que la charge virale de ce variant est plus de 1200 fois supérieure à la charge virale des autres variants, c'est-à-dire que vous portez en vous plus de 1200 fois le nombre de virus qu'avant les autres variants. Donc quand on voit toute cette foule dans toutes ces villes qui sont sans masque, les uns à côté des autres, je suis pas étonné qu'on retrouve des clusters et que nos hôpitaux se chargent de plus en plus de patients Covid qui, je peux vous le dire, sont pour la quasi-totalité des non-vaccinés. On va revenir sur la situation sanitaire dans un instant avec vous, justement, plus en détail. On va clore ce chapitre, en tout cas, de ces manifestations qu'on continue de suivre, évidemment, cet après-midi. À Montpellier, avec cet autre rassemblement organisé cet après-midi, et nos reporters toujours sur place, direction la place de la Comédie, avec des manifestants, un état d'esprit plutôt bon enfant, d'après ce que l'on semble voir sur ces images. Est-ce que les manifestants sont nombreux sur place ? Alors oui, on a la sensation qu'il y a beaucoup de monde et l'état de bon esprit, l'état un peu familial, c'était vraiment au départ au rassemblement à 14h place de la Comédie. Une trentaine de minutes plus tard, le ton est monté entre des antifascistes et une partie du cortège. Les antifascistes, certains cagoulés, ont pris la tête du cortège pendant quelques minutes. Ils viennent d'être dépassés par un groupe de soignants et de pompiers. Le cortège est parti depuis environ une quarantaine de minutes maintenant. Encore plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées ici. On a la sensation qu'il y a plus de monde que la semaine dernière. Il faut dire qu'il faisait très chaud avec près de 35 degrés. Samedi dernier, la préfecture de l'Hérault avait comptabilisé 7000 manifestants. Les organisateurs parlent, eux, de 36 000 personnes. Aujourd'hui, les conditions sont plus supportables. Le mouvement est, lui, toujours très hétérogène. On a par exemple des familles, des restaurateurs et puis donc des pompiers et des soignants. Beaucoup de pancartes font référence à la notion de liberté comme chaque semaine. Depuis le début des manifestations, il y a 6 semaines, un seul incident majeur est à signaler. Il y a 3 semaines, une partie du cortège s'en était pris à
un pharmacien qui effectuait des tests de dépistage contre la Covid-19. Les manifestants avaient arraché une partie de son stand, un stand qui est désormais désinstallé le temps de la mobilisation. Merci pour ce témoignage en direct de la place de la Comédie à Montpellier. La crise sanitaire maintenant directement sur le terrain, des conséquences, écoles fermées, retour du confinement et de l'attestation de déplacement face à la flambée de l'épidémie de Covid. Eh bien, la Polynésie française a décidé d'un nouveau tour de vis à partir de lundi et pour une durée de 2 semaines. En Polynésie, il faut dire que le taux d'incidence là-bas flirte avec les 2800 pour 100 000 habitants. Écoutez par exemple le témoignage du président du syndicat des médecins à Tahiti. Les lits de réanimation sont pleins, il faut bien le dire. Il y a 38 personnes en réanimation alors qu'il y a une possibilité d'armage jusqu'à 60. Hors réanimation, on est à 216 au niveau des nombres d'hospitalisations, donc presque 330 en tout. Et c'est vrai que le taux d'incidence actuel avoisine les 2800. Un simple petit chiffre rapporté, on a environ entre 10 et 12 décès quotidiens depuis maintenant 15 jours, ce qui à l'échelle de la métropole représenterait environ 2400 décès quotidiens. Une toute autre actualité, on va partir désormais dans le Var, le département qui est confronté aux incendies de forêt depuis lundi après-midi. Plus de 7000 hectares ont été brûlés, l'incendie ne progresse plus, c'est ça la bonne nouvelle. Mais tout de même, les pompiers restent très vigilants car du vent est attendu demain en début d'après-midi. Reportage de Camille Fournier, Antoine Forestier et le récit de Thibaut Grosse. C'est un travail de fourmi. Dans le Var, le feu est fixé mais pas éteint. Les pompiers cherchent à prévenir tout nouveau départ de l'incendie. 83 km de lisière doivent être arrosés, mètre par mètre. C'est à nous à essayer de matraquer le feu, pour être efficace. Donc j'ai une mission du chef de secteur. On intervient avec les moyens terrestres et aussi les moyens aériens en coordination. Le massif des morts, terre désolée. Des paysages réduits en cendres. Depuis lundi, plus de 7000 hectares ont brûlé. L'incendie le plus important de l'année en France. Dans le Var, c'est du jamais vu depuis 2003. Les pompiers s'inquiètent déjà d'une reprise. On a des conditions de sécheresse exceptionnelles, un déficit en pluie depuis plusieurs mois. Les conditions sont réunies pour qu'en cas de départ de feu, celui-ci soit d'ampleur. Le dispositif a été allégé, mais ce samedi, encore 800 pompiers sont mobilisés. La situation à présent en Afghanistan avec des rotations qui se poursuivent sur le terrain. Pas facile d'avoir en fait une place dans un avion pour rentrer en France. La tension est toujours très très vive autour de l'aéroport, notamment à Kaboul. Témoignage par exemple de cet universitaire qui était à Kaboul et qui est sur le retour finalement. Vendredi matin très tôt, nous avons finalement pu quitter notre campagne. Nous y étions assignés à résidence depuis mardi matin. Nous avons dû laisser de fortes sommes d'argent pour pouvoir voyager. Et donc nous sommes arrivés à 7 bus à l'aéroport de Kaboul hier matin. Et je dois dire qu'on s'en est bien sorti. On était aux mains du groupe Akali, qui est l'aile la plus extrême du mouvement taliban. Et donc, nous avions déjà eu 2 professeurs otages chez eux pendant 3 ans et demi. Donc, je dois dire que jusqu'à ce qu'on arrive à l'aéroport de Kaboul, on n'en menait pas large. On a été accueillis donc par la cellule de crise du Quai d'Orsay et toute l'équipe de l'ambassade. Nous sommes 4 donc de mon équipe à avoir été rapatriés sur Abu Dhabi. Malheureusement, nos 4 étudiants n'ont pas été autorisés à entrer de notre côté de l'aéroport militaire, du côté anglais, et donc ils sont encore en attente de rapatriement, nous l'espérons bientôt. Et tout de suite, votre chronique, c'est les vacances. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. On va me dire c'est plutôt la fin des vacances. Plutôt la fin des vacances. Vous serez très nombreux sur la route des retours. En tout cas, un samedi noir pour les retours dans la région Rhône-Alpes, autour de Lyon, de Montélimar, d'Orange. Nargis Hadji, vous êtes à Lyon. Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Oui, alors vous le voyez derrière nous, il y a la A7, le trafic est assez fluide, mais il faut savoir qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de bouchons, où la circulation est particulièrement difficile. Par exemple, Orange, Montélimar ou encore Valence. Valence, c'est d'où vous venez, Sidonie. Alors expliquez-nous un petit peu comment se passe un petit peu cette route des vacances. Pour l'instant, vous êtes avec vos enfants et votre mari. Eh bien écoutez, on a pris notre mal en patience et puis on est parti de façon tranquille en se disant que de toute façon on aurait des ralentissements. Donc on a perdu 1h30 effectivement entre Orange et Valence.
vacances, mais ça y est, maintenant ça roule et on rentre en Bretagne. Ah oui, alors il vous reste un petit peu de route jusqu'à Rennes. Combien d'heures à peu près ? 7 heures de route pour rentrer encore. Donc on va y aller mollo. On espère que ce sera plus fluide jusqu'à Rennes. On espère aussi. Mais les enfants sont cool et c'est encore les vacances. Et faire des pauses, j'imagine que ça aide pour les enfants. Très régulièrement, oui, pour les défouler, pour nous aussi. Marcher un peu, s'hydrater parce qu'il fait chaud. Et je crois qu'on va vers le moins chaud là en Bretagne. Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de courage pour le retour à Rennes. Donc on le rappelle, la région est classée par bison futé noir sur les routes du retour des vacances. Vous avez regardé votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Vous restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, le retour de l'actualité, retour des manifestations également, de nombreux rassemblements partout en France, 200 rassemblements. A tout de suite. Du lundi au vendredi. Je vous accueille pour vous faire vivre l'actualité. Information, proximité, convivialité. C'est le menu du Déj Info. Du lundi au vendredi, midi, en direct sur BFM TV. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Plus d'un demi-million de Français ont perdu du poids grâce à Comme J'aime. Parce que le programme Comme J'aime, c'est une perte de poids qui permet de s'affiner, de délicieux repas livrés à domicile et surtout une efficacité prouvée. Et oui, nos clients perdent en moyenne plus de 6 kilos dès le premier mois. En plus, vous mangez de bons petits plats prêts en seulement 2 minutes. Fini les courses, fini la cuisine et fini la vaisselle. Alors pour perdre du poids, rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Avec Perco, votre dos ne craint plus les papas tu portes ou Roméo 52 kg. Grâce à leur tenseur, les secondes peaux de Perco redressent votre dos, renforcent vos muscles et soulagent vos douleurs pour enfin revivre pleinement. Perco, libérez votre dos. Commandez sur perco.com. Dispositif médical. Quand on l'a créée il y a 30 ans, on l'a appelée Cookie Dough. Depuis, elle est toujours restée très généreuse en cookie dough et toujours certifiée commerce équitable. Alors comment y résister? Joyeux anniversaire, Cookie Dough. Ben & Jerry's, peace, love and cookie dough. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion en ligne et profitez de notre vitrine virtuelle confortablement depuis chez vous. Vous commandez, Autohéros livre gratuitement la voiture que vous voulez, là où vous voulez. Et vous achetez en toute sécurité avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros. Alors je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Oh non, je peux pas faire cette blague. Mais ça va, toi t'es comme moi, t'es vacciné. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quoi? C'est tellement important. Perso, j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement, là, hein. Moi je la comprends.
Moi non plus, je le connais pas ce vaccin. Par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps même. Bah j'avoue, moi aussi j'hésite. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment ce vaccin? Grave. Ah, c'est vrai ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace ce vaccin? On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. La météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Quatre départements placés en vigilance orange par Météo France. On annonce en effet dans les prochaines heures de violents orages sur la Haute-Saône, la Haute-Marne, le département de la Côte d'Or, mais également les Vosges. Attention, les orages sont en train d'ailleurs de s'organiser en lien avec cette perturbation qui rapporte de l'air frais sur des zones où le thermomètre grimpe en ce moment entre 27 et 28 degrés. En tout cas, c'était le cas tout au long de l'après-midi. Les premiers orages qui sont apparus ces dernières heures sur la région centre. Attention donc à cette instabilité avec de fortes quantités de pluie, de la grêle, des précipitations qu'on retrouvera d'ailleurs encore demain localement dans le nord-est avec un coup de tonnerre possible à proximité des Vosges. Beaucoup de nuages quand même sur les régions les plus au nord et puis toujours ces nuages supplémentaires aussi à proximité de la vallée de la Garonne. Quelques bruines seront possibles. Et puis entre Corse et continent, ça va s'arranger quand même dans le courant de la journée avec le retour du ciel bleu. Oui, mais attention au vent fort de nouveau dans un contexte de risque d'incendie élevé. Des rafales jusqu'à 50 km/h sont attendues. Et la moitié nord qui essaiera de retrouver son ciel bleu mais avec encore quelques risques d'averses. Pour les températures, ça reste assez limite sur les régions les plus au nord, notamment à proximité de la Manche. Au petit matin, on se réveillera seulement avec 13 degrés dans l'intérieur de la Bretagne. Exactement la même température d'ailleurs pour Aurillac, 23 degrés autour de la Méditerranée. Puis dans l'après-midi, une baisse générale est à prévoir. Côté thermomètre, on aura quand même 34 degrés à Montpellier, sans doute des pointes à 35 dans l'intérieur du Var et puis pas plus de 20 degrés dans le nord-ouest. Ce sera d'ailleurs la minimale demain après-midi. C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Bientôt 15h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité aujourd'hui, ce nouveau samedi de manifestation, 6e samedi consécutif pour les antipasses, notamment 200 rassemblements partout en France, Paris, Toulon, Marseille, Lyon, mais également dans de très petites communes parfois. Nos reporters sont sur le terrain aujourd'hui. Nous serons dans ce journal à Toulon et à Paris. Et à Paris justement, la manifestation à l'initiative de Florian Philippot, le chef de file des Patriotes. On peut y voir des pancartes et des slogans en soutien au professeur Didier Raoult. École fermée, retour de confinement et de l'attestation de déplacement face à la flambée de l'épidémie de Covid. La Polynésie française a décidé d'un nouveau tour de vis et ce, dès ce lundi pour une durée d'au moins 2 semaines. Et puis c'est la fin des vacances pour une grande partie des Français, ce qui veut dire embouteillage. Il y avait près de 800 km de ralentissement sur les grands axes routiers en début d'après-midi, notamment autour de Lyon. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial Nargis Hadji. Et on continue avec vous de suivre cet après-midi en direct ces manifestations, environ 200, des manifestations anti-pass, comme vous le voyez actuellement à Paris, à Marseille, à Toulon ou encore à Nice, que nous suivons avec nos reporters sur place et nos invités en plateau. Vous voyez ces manifestants toujours présents pour ce 6e samedi consécutif et à peu près 200 000 personnes qui sont attendues dans les rues cet après-midi. C'était en tout cas le cas ces derniers week-ends, un mouvement qui se poursuit. Alors on va prendre la direction de Toulon par exemple, où là aussi la mobilisation est importante en ce début d'après-midi. Notre reporter est sur place. Est-ce qu'il y a du monde à Toulon? On sait que c'est un lieu où il y avait de très nombreux manifestants au cours des dernières semaines. Oui, absolument. Il y a encore énormément de monde ici dans les rues de Toulon. C'est assez comparable. On a vraiment le sentiment de revivre les mêmes scènes que la semaine passée avec effectivement entre 22 000 et 25 000 personnes qui s'étaient réunies ici dans les rues de Toulon. On revoit la même chose, on revoit les mêmes pancartes,
les mêmes profils et surtout on ressent la même organisation. Et ça c'est particulièrement important parce que peut-être que ça nous explique, que ça nous donne un élément d'explication sur la raison de cette très forte mobilisation ici à Toulon. Pour vous donner un exemple, au tout départ de la mobilisation place de la Liberté aux alentours de 14h, il y avait des discours, une estrade et des discours. Et effectivement, l'un des organisateurs avait notamment expliqué qu'il y avait une cagnotte, qu'on pouvait participer, qu'il fallait s'organiser dans les différentes circonscriptions, s'inscrire sur des listes. On a vraiment le sentiment qu'il y a une organisation très très forte ici à Toulon. Ceci explique donc probablement la forte affluence à laquelle nous avons affaire aujourd'hui encore. Les pancartes et les slogans toujours les mêmes, ça ne change pas de semaine en semaine. Une attention particulière portée à la question de la vaccination ou du pass sanitaire pour les enfants. Nos enfants ne sont pas des cobayes, ça fait partie des choses que l'on entend régulièrement. Également une hostilité au président de la République, ça n'est pas nouveau et ça se retrouve sur absolument tous les cortèges de France. Ici également à Toulon, Macron démission, voire même parfois Macron en prison. Et puis également quelques pancartes qui viennent par-ci par-là apporter un peu de nouveauté, j'ai envie de dire, sur ce que l'on voit, et notamment des pancartes de soutien au professeur Raoult. Nous en avons vu quelques-unes, sans trop en faire évidemment, parce que ce n'est pas forcément le cœur de la mobilisation du jour, mais effectivement il y en a quelques-unes de ces pancartes en soutien au professeur Raoult. Et puis toujours ces pancartes qui nous questionnent parce qu'elles font des liens avec des événements historiques particulièrement importants, particulièrement dramatiques, et notamment quelques pancartes sur l'esclavage. L'esclavage n'est jamais aussi bien réussi que lorsque l'esclave estime que l'on le fait pour son bien. Voilà ce que nous avons pu lire notamment sur l'une des pancartes ici présentes sur cette mobilisation. Encore énormément de monde dans les rues de Toulon qui semble être une place forte de cette mobilisation contre le pass sanitaire. D'un mot, quel est le profil de ces manifestants aujourd'hui ? Particulièrement familial, c'est ce que l'on peut retenir. Effectivement, nous n'avons pas ici affaire à une population homogène en termes de catégorie sociale, en termes d'âge également, pas forcément de jeunes, plutôt des familles qui sont réunies ici, parfois 3 générations en un seul et même groupe. Et puis surtout beaucoup de bruit, beaucoup de manifestations populaires, des confettis juste sous mes yeux à l'heure qu'il est là, à l'instant, des confettis qui éclatent juste à côté de moi, des enfants qui jouent devant, des enfants qui crient parfois, non au pass sanitaire également, 5, 6, 7 ans, 8 ans parfois, et on les voit se mobiliser également, énormément de familles. Je pense que c'est vraiment ce que l'on peut souligner en termes de profil, sans pour autant tirer de conclusions, d'analyses, que ce soit politique ou que ce soit en termes de catégorie sociale. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, dans ce cortège à Toulon, dans le Var, manifestation anti-pass donc sur le pourtour méditerranéen. Sylvain Boulouc, on l'a vu avec cette particularité d'un rassemblement très familial et aussi ces références que l'on voit, par exemple, avec ces drapeaux bleu, blanc, rouge et ce cœur avec une croix qui indique une certaine obédience de certains de ces participants à Toulon en particulier, et vous le disiez tout à l'heure sur le pourtour méditerranéen. Oui, alors d'une manière générale, après il faut faire, c'est une géographie sommaire, c'est-à-dire que vous allez avoir dans les villes de province plutôt une seule manifestation, donc tout le monde participera à cette manifestation, mais dans ces manifestations, surtout dans l'axe sud méditerranéen de la France, plutôt une inclinaison de droite nationaliste qui est prononcée dans la mesure où c'est des terres, maintenant c'est des terres d'élection de l'extrême droite, et qu'à partir de ce moment-là, vous avez dans toute une frange de l'extrême droite, pas toute l'extrême droite, mais dans toute une frange de l'extrême droite, une hostilité pour des raisons politiques et religieuses à la vaccination. Et donc vous avez ces participants qui sont présents. Après, s'il n'y a pas que eux qui soient présents dans ces manifestations, puisque quand vous regardez, vous avez aussi un certain nombre de personnes qui ont abandonné le vote et qui sont plutôt dans un refus du système et de l'autorité institutionnelle, quelle que soit l'autorité institutionnelle, donc une défiance vis-à-vis de tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir politique, mais c'est aussi que ce soit le pouvoir médical, voire ou le pouvoir journalistique. Donc vous avez aussi ce front anti-institutionnel qui fait un des ferments de la manifestation, ce qui explique aussi dans ces cas-là la forte mobilisation, puisque l'autre élément qui est donc l'hostilité au pass sanitaire, pour certains que l'hostilité au vaccin, et puis l'autre élément qui fédère tous ces manifestants est le refus du pouvoir, et le refus en particulier de la figure d'Emmanuel Macron.
Nous sommes en ligne avec le député La République En Marche, Patrick Vignal, député de l'Hérault. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous suivez ces rassemblements avec attention. On peut le dire sur l'écran, les antipasses sont au rendez-vous aujourd'hui pour cette nouvelle journée de mobilisation. Quel regard l'élu porte sur ces personnes qui se rassemblent dans la rue pour dire non au pass sanitaire ? Vous savez, moi j'ai un regard inquiet quand vous avez 200 000 personnes tous les samedis ou 300 000. C'est pas tellement le nombre extraordinaire qui se pose, mais c'est le vrai débat de la place de la classe politique. Je crois que votre intervenant le disait. On a un vrai débat. On a une partie des Français qui ne croient plus aux médias, qui ne croient plus aux scientifiques, aux médecins et aux politiques. Et donc nous devons essayer de faire en sorte d'apaiser cette société, cette France qui est devenue, pour une partie de la population, dos à dos. Donc le vrai débat, c'est faire preuve de beaucoup d'humilité et c'est de convaincre. Nous n'avons pas les bonnes solutions. Que ce soit la majorité ou l'opposition, personne n'a la bonne solution. Moi, j'ai toujours dit que la mise en place de ce pass sanitaire était effectivement une atteinte à nos libertés. Mais comment peut-on faire pour arrêter ce variant Delta ? Enfin, quand on regarde ce qui se passe en Outre-mer, quand on rend compte qu'il y a des décès, quand on se rend compte que ce variant Delta touche la majorité des gens non vaccinés. Sauf que moi, le premier, quand j'essaie de convaincre certaines personnes, ils me disent ça n'existe pas. Donc on a, si vous voulez, une partie de la population, 4-5 millions de Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Et moi, j'ai envie de dire que notre priorité, c'est de faire vacciner ceux qui doutent, ceux qui sont dans l'incertitude. Et plus que jamais, on a besoin des scientifiques, on a besoin d'avoir un discours commun des médecins, on a besoin des sportifs qui ont été vaccinés à 90%, de nous accompagner. Nous devons sortir de cette crise. On ne peut pas continuer à avoir une France fracturée, une France qui tous les samedis descend dans la rue. Donc oui, je suis inquiet et oui, nous devons trouver les bonnes réponses parce que nous sommes au pouvoir. Patrick Vignal, est-ce que justement ces manifestants, vous les rencontrez, vous prenez le temps d'aller discuter avec eux, d'échanger pour essayer de les convaincre, les faire changer d'avis ? Alors, vous savez, comme tous mes collègues, qui soient de la majorité, même de l'opposition, on se pose des questions, sinon on ne serait pas investi dans la vie politique. Moi, je dois être à peu près à 500 mails de réponses. J'en ai certains que je ne veux plus répondre parce qu'ils sont, si vous voulez, dans cette démarche. Le Covid n'existe pas, c'est vous qui l'avez inventé, c'est Emmanuel Macron qui a mis ce vaccin pour faire de l'argent. Donc, il y a une toute petite partie qu'il ne faut pas... Mais moi, j'ai envie de m'adresser aux soignants. Comment on pourrait, un seul instant, laisser au bord de la route des soignants qui, pendant 1 an et demi, certains sont décédés, certains ont donné beaucoup de temps. On va avoir un vrai débat. Il y a une petite partie, infime partie des soignants qui ne veut pas se faire vacciner pour des problèmes d'éthique. Cela, il faut avoir une réponse. Il nous faut une réponse pour cela. Vous savez, en fait, il faut qu'on fasse vraiment preuve d'humilité. Et c'est la grande partie des Français. Et puis, je crois qu'il faut qu'on soit encore plus dans la transparence. On peut être vacciné et attraper le Covid. Oui, ça existe, on peut. Et donc, on a besoin peut-être d'aller plus loin dans la transparence. On a besoin d'aller dire aux Français qu'on ne peut pas tout faire, que le politique ne peut pas tout régler avec une baguette magique et qu'on a besoin de l'ensemble des Français. Donc, moi, je n'insulte pas les gens qui manifestent. J'ai juste envie de leur dire qu'on a besoin d'une France unie pour passer ce cap. Merci Patrick Vignal d'avoir été en ligne avec nous depuis Montpellier. Allez, on voit donc ces 200 manifestations qui ont lieu aujourd'hui dans la capitale 4 et également, vous allez le voir, à Paris, cette manifestation menée par Florian Philippot, le leader des Patriotes. Nos reporters sont également sur place. Une manifestation qui est partie de la place d'Enfer-Rochereau, direction de la place Vauban. Et là-bas, une manifestation qui est consacrée en soutien à Didier Raoult. Absolument, le cortège qui vient d'arriver place Vauban et Florian Philippot est d'emblée monté sur l'estrade et a tout de suite crié, scandé « Touchez pas à Raoult » avec des applaudissements fournis de la foule et des manifestants qui l'accompagnent. C'est vrai que même en amont de cette manifestation sur Twitter, eh bien le patron du mouvement Les Patriotes, organisatrice de cette mobilisation, avait dit « Il faut scander 2 mots pour cette manifestation du 21 août, Raoult et liberté ». Je vous propose d'ailleurs d'écouter Florian Philippot.
Il a créé l'IHU en 2011, il le dirige, il peut encore le diriger, il l'a demandé. Mais alors c'est quoi son péché mortel? C'est d'avoir soigné les gens, c'est d'avoir dépisté avant les autres, c'est d'avoir dit avant les autres qu'il y avait des variants, c'est d'avoir dénoncé des conflits d'intérêts, la corruption. Bon, c'est ça son péché mortel sûrement. Bah écoutez, c'est triste pour la science et c'est triste pour la France. Manifestation, même journée dédiée au professeur Didier Raoult, c'est ce qu'a dit Florian Philippot. Il y a aussi des slogans qui fustigent une dictature sanitaire. Je vais vous en citer quelques-uns qu'on a vus. Bienvenue en contrôlistan, ouvrez tout, stop psychose, stop dictature. Mieux vaut une minorité éveillée et consciente qu'une majorité silencieuse. Voilà ce qu'on peut lire sur les pancartes. Il y a aussi des pancartes qui ciblent nommément Emmanuel Macron et le gouvernement de Jean Castex, le Premier ministre. Je cite, l'histoire retiendra que Macron et compagnie sont collabos. Voilà ce qu'on peut lire aux côtés de pancartes classiques que l'on voit toutes les semaines. Macron, on passe, on n'en veut pas, avec des messages aussi qui prônent la protection des enfants. Touchez pas à nos enfants, à nos petits-enfants. Et c'est très récurrent de ce qu'on voit dans ces manifestations depuis plusieurs semaines et que nous suivons. Les manifestants ne souhaitent pas, disent-ils, que leurs enfants soient asservis, deviennent des esclaves. Et ça, d'ailleurs, notre reporter à Toulon l'avait aussi remarqué. Voilà, le cortège de cette manifestation organisée par Florian Philippot et son mouvement Les Patriotes est arrivé place Vauban, place maintenant à plusieurs prises de parole. Voilà pour les manifestations partout en France, mais c'est un week-end de retour de vacances et donc dans une seconde, l'état du trafic. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et attention sur la route pour ce week-end de retour de vacances. Pour de nombreux Français, eh bien, ça bouchonne, ça coince, notamment si vous êtes dans le secteur de Lyon. Bison Futé annonce un trafic très dense aujourd'hui. C'est rouge au niveau national et même noir dans le quart sud-est de la France, dans la région lyonnaise. Ce sera encore chargé demain pour les retours, mais moins difficile sur l'ensemble du territoire. Illustration en tout cas aujourd'hui du côté Clermont-Ferrand sur l'A71 avec un trafic qui reprend. Ça s'était un peu calmé tout à l'heure, mais bon voilà, on est forcément en journée noire des retours dans ce secteur, donc faites attention sur la route. Vous avez regardé votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Des manifestations un petit peu partout en France, dans 200 villes, on en reparle dans une seconde. Du lundi au jeudi, Natacha Polony se confronte à l'actualité. Aux côtés d'Aurélie Casse, débat, opinion, point de vue. Pour aller plus loin, c'est Polo News. Du lundi au jeudi, 20h, en direct sur BFM TV. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime. Ça, c'était moi il y a 6 mois, avec 15 kilos en plus et 27 cm de tour de taille en plus. Alors, il n'y a pas photo? Je le vois bien dans la vie de tous les jours, ça a changé. Physiquement, ça a changé. Alors vous aussi, faites comme Stéphane. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Ou appelez le 0800 534 534. commej'aime.fr. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. I go solo, oh I go solo, I make... Renault Zoé E-Tech, jusqu'à 395 km d'autonomie pour aller partout où la vie vous mène. En ce moment, profitez de Renault Zoé E-Tech à partir de 139 € par mois. Torchman Metal, pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Alors, nouvelle voiture? Ouais, acheté d'occasion hier sur Aramis Auto et livré aujourd'hui devant chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, la couleur. Gris, c'est flashy, quoi, c'est... Ah ouais, ah si. Oh. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. En un seul clic, Tassimo prépare votre café préféré. Parfait à chaque fois
pour tous vos moments. Les petits comme les grands. Tassimo s'occupe de tout. Une seule plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play. Live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne. Voici les 3 grands titres de l'actualité ce jeudi matin. Avec les chaînes locales de BFM. Bonjour Littoral, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est parti pour les titres. Merci de passer un moment avec nous. BFM en région. Info, trafic, météo, sport, loisirs. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. 16h46 à la une de l'actualité, ce 6e samedi consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire. Près de 200 manifestations aujourd'hui en France, où près de 200 000 personnes au profil de plus en plus variés sont attendues. Dans l'un des 4 cortèges parisiens menés par Florian Philippot, c'est par exemple un soutien au docteur Didier Raoult qui est clairement affiché. C'était également le cas, on l'a vu, dans l'une des manifestations à Toulon. Nous serons sur place avec nos reporters. Nous retournerons également dans le Var où les incendies sont fixés mais toujours pas maîtrisés. 2 personnes ont perdu la vie, plus de 7000 hectares sont partis en fumée. Ce samedi marque un temps de répit pour des centaines de pompiers qui seront de nouveau mis à l'épreuve demain avec la reprise annoncée et redoutée des vents forts. Et tout d'abord, ces images de ces mobilisations pour le 6e samedi de suite contre le pass sanitaire. Notamment, vous le voyez sur ces images, à Paris, où 4 rassemblements ont lieu cet après-midi, mais également à Marseille, à Toulon ou encore à Nice. Des manifestations qui rassemblent, a priori, selon les chiffres estimés par la sécurité territoriale, 200 000 personnes cet après-midi. Nous aurons évidemment le décompte définitif dans la soirée et ces particularités, des profils très divers dans ces différentes marches, mais pour la plupart en opposition à l'exécutif, à Emmanuel Macron et contre le pass sanitaire, pour certains contre la vaccination et parfois des rassemblements très familiaux également, comme ont pu le constater nos reporters sur place. Dans l'actualité de ce samedi après-midi, il y a également toujours les incendies dans le département du Var. Ils occupent plusieurs centaines de pompiers depuis le début de la semaine, depuis lundi soir, 17h très exactement. 2 personnes ont perdu la vie, il y a une vingtaine de blessés. Et la priorité maintenant, eh bien, pour les pompiers, c'est de maîtriser cet incendie qui pour l'instant est bloqué. Mais on se méfie surtout du vent qui devrait arriver dans les prochaines heures, dès demain après-midi. Sur place, l'envoyé spécial de BFM TV, Antoine Forestier. Les nouvelles sont plutôt bonnes ce samedi après-midi. Pas de reprise de feu significative, pas de nouveau départ de feu. Le feu est toujours compris dans cette zone de 7100 hectares. Il est fixé. Il y a 3 hélicoptères et 1 avion Dash qui sont mobilisables si besoin. Pour vous donner un ordre d'idée, jeudi, 400 largages avaient été effectués. Vendredi, 70 largages. C'est dire qu'il y a peu de reprises pour le moment. Le travail, il est sur le terrain, au niveau des lisières, c'est-à-dire à la périphérie de cet incendie, entre la zone qui a été brûlée et la zone qui a été épargnée par les pompiers qui sont toujours présents en nombre ici sur le terrain. Les conditions météo devraient se dégrader à partir de demain. Je vous propose d'écouter à ce propos l'expert météo ici au centre de commandement des pompiers du Var. Il s'appelle Johan Lorito. Il est interrogé au micro de Dominique Le Picard. Nous avons des brises de sud-ouest aujourd'hui qui vont être assez marquées avec des températures très chaudes. C'est ça qu'il faut surveiller. On a encore des hygrométries qui sont très basses la journée. Et demain, dimanche, nous attendons un coup de vent de sud-ouest à ouest et puis même nord-ouest sans doute demain soir. Assez vif, assez fort, bien plus fort qu'aujourd'hui, avec des températures encore plus élevées et une hygrométrie encore plus basse. Donc ces conditions nous amènent à la plus grande vigilance pour ce week-end. Au plus fort de l'incendie, on a compté jusqu'à 1200 pompiers mobilisés. Aujourd'hui, ils sont 800. Certains pompiers ont été repositionnés dans les casernes du Var car le risque incendie est toujours très sévère sur tous les massifs du département.
Alors les incendies sont de plus en plus fréquents cet été en Méditerranée, en Californie, en Sibérie, mais aussi d'autres catastrophes naturelles comme ces inondations spectaculaires en Belgique, en Allemagne ou bien en Chine. Et à ce sujet, ne manquez pas lundi soir à 20h50 dans l'émission Ligne Rouge, le grand reportage Climat, l'apocalypse, un long format de la rédaction dont voici un extrait. Des dômes de chaleur aux conséquences dramatiques, comme à Lytton où le pire est à venir. Dans ce paysage desséché, de nombreux incendies éclatent, visibles depuis l'espace. La petite ville, prisonnière de ces températures extrêmes, s'embrase, comme un feu de paille. Les habitants reçoivent soudainement l'ordre d'évacuer. Une fuite effrénée au milieu des feux qui avancent à grande vitesse. Me and my dog just got out, but we could see the house literally in fire as I was leaving. I didn't even have time to lock the door. En quelques heures, les flammes rongent la quasi-totalité du village. 90% des bâtiments sont réduits en cendres. Depuis le ciel, Lytton consumé n'est plus qu'une nappe de fumée. La situation en Afghanistan à présent, 6 jours après l'entrée des talibans dans la ville de Kaboul, des dizaines de milliers d'Afghans cherchent toujours désespérément à fuir leur pays. Des ponts aériens sont d'ailleurs mis en place, notamment par les États-Unis. Et une solution difficile toutefois, dont le président américain Joe Biden a reconnu ne pouvoir garantir l'issue. Reportage de Thibaut Grosse. Devant l'enceinte de l'aéroport de Kaboul, ils sont encore des centaines. Hommes, femmes, enfants, de nombreux Afghans ayant travaillé avec les États-Unis, en quête désespérée d'une place pour fuir le pays. Rester en Afghanistan, c'est jouer avec nos vies. Nous voulons la vie sauve. C'est notre objectif. Dès que nous trouverons une solution, nous partirons d'ici. J'aime mon pays, nous aimons tous notre pays. Mais je pense que dans cette situation, l'amour ne peut rien, car les talibans font ce qu'ils veulent. Hier, c'est cette image qui a marqué les esprits. Ce marine tire un nourrisson pour lui permettre de passer du côté du tarmac. Mais parfois la tension monte. Sur cette vidéo amateur, des soldats tirent en l'air pour calmer la foule. D'autres reçoivent des coups de fouet. Quand ils voient que le processus fonctionne, ils se calment. Quand ils ont chaud, se déshydratent, les gens commencent à s'énerver. Beaucoup de personnes à l'origine des perturbations n'ont pas les bons documents. 13 000 personnes déjà évacuées en une semaine. Une majorité de soldats ou de personnel diplomatique américain. Washington veut maintenir ce pont aérien le plus longtemps possible, mais Joe Biden le reconnaît, l'opération est délicate. Il s'agit de l'une des opérations d'évacuation aérienne les plus grandes et les plus difficiles de l'histoire. Je ne peux pas promettre ce qu'en sera l'issue finale ou que ce sera sans risque de perte, mais en tant que commandant en chef, je peux vous assurer que je mobiliserai toutes les ressources nécessaires. Washington espère réussir à faire évacuer 30 000 personnes. On en vient à présent à la situation sanitaire en France. Ce sont actuellement plus de 47 millions de Français qui ont reçu au moins une injection de vaccin anti-Covid. Objectif du gouvernement, on le rappelle, 50 millions de primo-vaccinés à la fin du mois d'août. Pour y arriver, des centres de vaccination, vous allez voir, s'installent jusqu'au bas même des immeubles d'habitation. Illustration à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis, dans ce reportage de Romain Langlais. On fait le bras gauche ? D'accord. En moins de 15 minutes, Sundus s'est faite vacciner directement au pied de son immeuble. D'ici une semaine, la jeune femme pourra de nouveau retrouver une vie normale et sortir avec ses amis. C'est terminé. C'est une bonne après-midi. J'avais peur au début de me faire vacciner, mais comme là, c'est obligatoire, il faut avoir le pass sanitaire, du coup, là, il faut le faire. Pour aller au cinéma, surtout nous les jeunes, on allait au McDo et tout ça, pour s'amuser, c'est obligatoire. Dans le cadre du dispositif Aller Vert, ces habitants de Seine-Saint-Denis peuvent venir se faire vacciner en bas de chez eux et sans rendez-vous. Une action menée par la Croix-Rouge en complément des centres de vaccination fixes. L'objectif, faciliter l'accès au vaccin pour les personnes éloignées du système de santé. On a 20% de public qui sont des gens qui effectivement se précipitent parce que l'effet passe sanitaire
favorise la vaccination. Et puis il y a 80% des gens qui sont soit des gens sans papier, soit des gens qui travaillent, et qui vivent dans la cité, qui vont pas se déplacer ou qui n'ont pas de moyens de se déplacer. Pour ces soignants, la mission principale est de convaincre et de rassurer la population dans un département qui affiche les moins bons résultats de vaccination en France métropolitaine. Ici, seulement 55% des habitants ont déjà reçu une première dose et 46% ont un schéma vaccinal complet. Reda a profité de sa pause déjeuner pour venir faire sa deuxième injection. Je travaille juste en FAT et j'ai fait ma première dose ici, le 23, et aujourd'hui c'est ma deuxième. C'est très bien passé, assez rapide, parfait. En 2 mois et demi, ce centre de vaccination itinérant a pu vacciner près de 11 000 personnes dans tout le 93. Dans notre prochain journal à 16h, les antipasses sont au rendez-vous. 200 rassemblements partout en France cet après-midi. A tout de suite.